C'était un bal magnifique et coloré. Beaucoup de gens célèbres portent de belles tenues. L'anniversaire de l'empereur a été célébré en grande pompe. Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements en plein milieu des vacances. Et la coupable elle-même ne se croyait pas capable d'un acte aussi impulsif. Devant tout le monde, Maribel s'est simplement approchée de l'empereur et l'a simplement embrassé. C'était assez audacieux de sa part. Cet homme s'appelait Tyran, mais cela ne l'arrêtait pas. Elle est allée lui voler son baiser. L'homme lui-même ne s'attendait pas à une telle impudence et à une telle ouverture. Ne connaissant pas la fille, il lui demanda son nom. Essayant de se souvenir de son nom, il le clarifia et le répéta pour lui-même. Oui, son nom était Maribel. Elle a répété. Toujours perplexe, il toucha ses lèvres. L'empereur demanda la raison d'un acte aussi audacieux. Prétendant être embarrassée et innocente, la jeune fille a avoué ses intentions insidieuses. C'est juste que son cousin est amoureux de Sa Majesté. Il était une fois, Maribel aimait et appréciait beaucoup sa cousine. Maintenant, j'observais calmement sa réaction surprise face à mes actions. L'empereur aimait ses actions mesquines et insidieuses. C'est pour ça qu'il l'aimait. Elle regarda autour d'elle. Il prit doucement la fille par le menton. Et il dit tendrement que si elle voulait agir de cette façon, alors elle devait le faire correctement. Rassemblant toute sa passion, elle murmura que l'empereur ne devrait même pas penser à s'enfuir n'importe où. Et ils fusionnèrent dans un baiser passionné avec le tyran. Les parents de la fille sont morts alors qu'elle était encore petite. À l'âge de 7 ans, elle est devenue complètement orpheline. La fille était seule et impuissante dans ce monde immense. À ce moment-là, sa cousine était à proximité. J'ai essayé d'être solidaire. Elle a essayé de le convaincre que Maribel n'était pas seule. Après tout, elle et ses parents sont à proximité. Oncle et tante autochtones. Quand elle était petite, elle leur faisait entièrement confiance. Et elle était heureuse de leur décision de vivre avec elle et de ne pas la laisser seule. Le cousin était également content. Elle vivra avec sa sœur dans sa maison. Il fut décidé de vivre ainsi jusqu'à sa majorité. La fille était petite et elle avait peur. À l'époque, elle était reconnaissante de cette décision et y croyait de tout cœur. Mais à partir de ce moment-là, ses souffrances ont commencé. Dès que mon oncle a emménagé dans la maison, il a commencé à commander tout le monde et a provoqué beaucoup de bruit et d'agitation. À un moment donné, Maribel n'a pas pu trouver sa nounou. Il s'est avéré qu'elle a démissionné. Ou peut-être pas de son plein gré. Après tout, elle ne pouvait pas simplement partir sans dire au revoir à la fille. C'était suspect et peu clair. Après avoir dit avec sarcasme que peut-être la nounou la détestait tout simplement, la cousine a levé les mains et est partie. La fille était confuse. Plus tard, la femme de chambre, les domestiques et le gérant ont tous changé. L'oncle a tout pris en main et a commencé à tout changer à sa convenance. Arinelle a remarqué l'anxiété de sa sœur et a essayé d'être gentille. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter et d'être patiente un peu. Après tout, ils vivent si bien ensemble. De plus, par accord, ils restent là jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. Dès qu'elle sera grande, ils partiront. Le cousin a essayé de convaincre Maribel de cela. Et elle la croyait. Il fallait être patient. Arinelle Edinburgh était un enfant très doux, gentil et doux. Cela a inspiré confiance et foi en ses paroles. Il ne restait plus qu'à attendre qu'il atteigne sa majorité. À un moment donné, son oncle l'a appelé et lui a annoncé qu'il était le frère cadet de l'ancien chef de famille. Et maintenant, il veut tout garder pour lui jusqu'à ce qu'elle grandisse. La fille le regardait et ne comprenait pas ce qui se passait. Son regard surpris révélait une question silencieuse. Elle était abasourdie. Il s'avère que le statut du père, sa richesse, appartiendront désormais à l'oncle Lorenz, tout simplement parce qu'il l'a décidé ainsi. Maribel s'est emportée et a posé une question. Elle a demandé ce que cela signifiait. Après tout, elle est déjà assez grande et peut décider elle-même. Il s'avère que la cousine a dit à son père que Maribel avait peur de prendre ses responsabilités, qu'il lui est difficile de porter tout ce fardeau. Il a dit que si elle voulait vivre séparément, il pourrait lui louer une maison. Mais la fille n'a jamais dit une telle chose à sa cousine. Son oncle a dit que c'était pour elle, qu'elle n'était pas prête. Un jour, elle grandira et recevra le sceau familial. Puis elle a réalisé que cela n'arriverait pas. La fille courut vers sa sœur avec colère et plainte. Comment a-t-elle pu faire ça? Arinelle a essayé de se justifier en disant qu'elle ne savait rien du tout. Elle a juré qu'elle aimait simplement sa cousine, qu'elle voulait simplement continuer à vivre avec elle. Et en général, elle n'est pas capable d'une telle trahison. Mais pourquoi a-t-elle dit à son oncle que Maribel ne voulait pas prendre ses responsabilités? Elle était inquiète et triste à ce sujet. Mais Arinelle avait un air innocent et enfantin. Elle ne se souvenait pas d'avoir dit ça. Peut-être que j'ai mal interprété quelque chose. Et Maribel l'a cru à nouveau.
Après tout, c'est une enfant innocente. Elle ne pouvait rien faire de méchant. Et elle serra sa sœur dans ses bras. En pensant à cela, la jeune fille a décidé de ne pas déménager et de rester dans la maison avec son oncle. Même si en vérité c'était sa maison. Mais maintenant, elle n'était plus la descendante directe ni la propriétaire de cette maison. Elle s'est retrouvée dans une situation très précaire. La confiance a été ébranlée. Un jour, mon oncle a dit que nous devions aller déjeuner avec le ministre des Finances. Et comme elle est déjà adulte, elle l'accompagnera. Alors qu'elle se trouvait à cette réception officielle, elle entendit des murmures dans son dos. Certains pensaient qu'elle n'était qu'une simple servante. Il y avait aussi ceux qui se rappelaient qu'elle était, après tout, la fille aînée de la famille Edenberg. Mais cela n'a pas beaucoup changé. L'attitude était insignifiante, elle était discutée. C'est seulement en croyant profondément en sa famille qu'elle a pu supporter cela. Elle avait confiance en sa sœur et en son oncle. Cela a continué jusqu'à sa rébellion. Un jour, alors qu'elle transportait des documents au bureau de son oncle, Maribel entendit par hasard une conversation. Il prévoyait de déplacer l'armée et de renverser l'empereur. La voix dit qu'il fallait d'abord tuer son Altesse. La fille se leva et continua à écouter. Ses mains ont commencé à trembler. Elle s'est figée pour ne pas être entendue. Je voulais connaître plus de détails. Elle ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait et ce qui se passait. Il lui devenait de plus en plus difficile de surmonter sa nervosité. Incapable de se contrôler, elle laissa tomber le plateau contenant les documents. Mon oncle préparait une rébellion. Les documents étaient éparpillés. La fille ne comprenait pas quoi faire ensuite dans cette situation. Elle regarda la fissure dans la porte pour voir si quelqu'un venait vers elle. « Avez-vous entendu ?» Elle avait peur d'être exposée. Lentement, pour faire moins de bruit, elle se pencha et ramassa les documents. Personne n'est sorti. Se retournant, elle décida de partir de là. À chaque fois, le rythme s'accélère de plus en plus, tant que personne ne voit. La marche s'est transformée en course. Seules les pensées tournaient autour de moi. Je ne comprenais pas comment cela pouvait être possible. La fille courut tête baissée et ne vit rien autour d'elle. Soudain, elle rencontra sa sœur. C'était étrange qu'Arinelle soit soudainement apparue ici. Coïncidence ou pas, la fille y a pensé. Les filles se levèrent et la sœur regarda Marinelle avec un regard attentionné. Elle était intéressée par ce qui se passait, car elle courait très vite. Mais la fille devint soudain pensive. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Après tout, elle aurait pu tout savoir. Ils forment une seule famille avec leur oncle. Arinelle a vu des changements chez la fille. Elle continuait à se demander ce qui s'était passé, car elle avait un teint malsain. Maribel a essayé de contenir ses émotions. Elle serra le poing. Les soupçons ne la quittaient pas. Ma sœur aurait pu le savoir. Elle a rassemblé son testament. Après tout, elles étaient proches comme des sœurs, ce qui signifie qu'elle peut en discuter avec elle. Elle ne pouvait sûrement pas savoir des choses aussi terribles. Et elle a demandé si sa sœur était au courant. Et puis elle s'est arrêtée. Son apparence douce était déconcertante. La sœur n'était pas rusée. C'est ce qu'il lui semblait. Maribel fit semblant de se calmer et sourit doucement en réponse. Elle a dit qu'elle ne se sentait tout simplement pas bien. Pour elle, Arinelle était comme un ange, elle ne pouvait pas savoir. Et si elle le découvre, elle sera choquée. Arinelle serra sa sœur dans ses bras et lui suggéra d'aller prendre du thé, pour qu'elle se sente mieux et que son bien-être s'améliore. Ils sont partis. La sœur se tourna vers les escaliers, son père se tenait là. Il a tout vu et tout su. Elle a fait un clin d'œil. C'était une conspiration. Sans méfiance, Maribel s'assit tranquillement pour boire du thé. La sœur a apporté une belle tasse de boisson chaude. Marinelle prit la tasse dans ses mains et commença à boire. C'était délicieux. Mais les pensées dérangeantes concernant la rébellion de son oncle ne la quittaient pas. Soudain, la sœur rompit le lourd silence. Elle voulait dire quelque chose à Maribel. « Je me demande quoi ?» Soudain, son regard changea radicalement. Ilota a disparu comme si elle n'avait jamais été là. Elle a dit que sa famille se rebellerait contre l'empereur. Maribel n'arrivait pas à y croire. Apparemment, elle vient de l'entendre. Et elle demanda à nouveau ce que sa sœur avait dit exactement. Il s'avère que l'oncle avait déjà accepté le titre de chef d'État et que la jeune fille prévoyait de devenir la nouvelle impératrice. Il n'avait plus besoin de Maribel. La fille n'arrivait pas à comprendre tout ça. Ils ont vécu côte à côte pendant tant d'années. Et il semblait qu'elle ne connaissait pas du tout sa sœur. Maribel se sentit devenir malade. Une vive douleur dans la poitrine me frappa. Elle s'est soudainement mise à tousser, essayant de le faire sortir de l'intérieur. Soudain, la douleur de la prise de conscience m'a frappée. Sa sœur l'a empoisonnée. Il y avait du poison dans le thé. C'est devenu effrayant. C'est ainsi qu'elle a vécu avec le serpent toute sa vie.
Arinelle continua à parler d'un ton calme. Elle a dit que maintenant sa sœur devait mourir pour ne pas être un problème pour eux. Le corps de Maribel a cessé de lui obéir. Et la cousine s'est approchée et, d'un ton hypocrite, a continué à dire que cela lui faisait mal, mais qu'elle devait le faire. Personne n'était censé être au courant de leur plan insidieux. Et Maribel l'a découvert. Elle est elle-même responsable de sa mort. Il n'y avait aucune raison d'écouter aux portes. Tout est devenu noir devant mes yeux. Maribel est tombée. La toux l'étouffait. Elle regarda sa sœur et ne pouvait pas croire que cela avait été fait par l'ange qu'elle avait protégé toutes ces années. Et maintenant, cette douce enfant regardait calmement sa sœur mourir. De plus, elle l'a fait elle-même. Maribel était allongée sur le sol, perdant lentement connaissance. La sœur a continué en disant qu'elle pensait vraiment qu'ils étaient une seule famille. Oui, elle était stupide. La conscience la quittait et ses yeux s'assombrissaient. Soudain, Arinelle a commencé son jeu d'instinct de préservation et a crié à l'aide. C'était une bonne actrice. Même une larme a coulé de mes yeux. C'était une performance, comme si elle demandait à sa sœur de se réveiller et de ne pas mourir. One-man show! Elle pleurait à proximité, et elle a demandé à sa sœur de se réveiller. Mais en fait, c'est elle qui l'a fait. La dernière pensée de Maribel fut qu'elle n'était qu'une marionnette entre leurs mains. Elle les croyait, ce qui signifie qu'elle méritait une telle mort. Étrangement, elle pensait que si elle avait une autre chance, elle va certainement se venger et tuer sa sœur et toute sa famille. L'obscurité est tombée. Elle entendit soudain une voix dans son subconscient. C'était Arinelle. Elle l'a appelée et l'a réveillée. Maribel s'est réveillée, comme en état de choc, comme après un mauvais rêve. Une respiration lourde et un rythme cardiaque effréné m'envahissaient. Arinelle se tenait au-dessus d'elle. Elle avait l'air effrayée et surprise. Elle la réveilla et fut surprise qu'elle ait dormi si longtemps. Maribel était dans son lit. Elle s'est assise. Était-ce vraiment un mauvais rêve? Ma sœur a dit que ma tante était très en colère. Mais non, ça ne pouvait pas être un rêve. Elle se souvenait de tout. Et maintenant, ce qui est arrivé est déjà arrivé une fois. Et elle était vivante. Arinelle continuait de bavarder à proximité. À propos de la coupe des fleurs. Je voulais essayer le nouveau sécateur de jardin et maintenant ma mère est en colère. Et elle doit en assumer la responsabilité. Tout cela est arrivé une fois, il y a 1 an. Ce qui veut dire qu'on lui a donné une seconde chance. Elle peut se venger et empêcher que cela se produise. Elle sortit tranquillement du lit. Elle regarda sa cousine et dit « Si elle est coupable, alors laissez-la s'excuser et ne vous laissez pas absorber par cela. » Le visage d'Arinelle a changé. Une question se figea sur lui. Elle a demandé ce qui s'était passé et pourquoi sa cousine avait autant changé. Maribel était envahie par la fierté et la dignité. Si c'est elle-même qui est coupable, qu'elle en assume la responsabilité. Arinelle, qui avait l'habitude de dissimuler tous ses mauvais coups avec sa sœur, ne comprenait plus où était passée la tutelle de sa cousine. Maribel a répondu calmement à toutes les déclarations. Après tout, elle n'avait rien à voir avec ça et n'avait rien fait envers sa sœur. Soudain, Arinelle a commencé à faire des réclamations. C'était comme si elle avait pris soin d'elle toute sa vie. Elle a donné des vêtements et m'a présenté à des amis. Elle a de nouveau repris son jeu d'actrice. Versé une larme. Il s'avère qu'elle faisait ça tout le temps. Et elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi son plan ne fonctionnait pas maintenant. Mais maintenant, Maribel voyait les choses différemment. Elle a simplement jeté un coup d'œil à ses arguments. Et elle sourit. Cela ne la dérangeait plus. Elle avait des contre-arguments. Cette sœur a donné des vêtements qui n'étaient tout simplement plus à la mode. Et quand la cousine faisait quelque chose, il la grondait constamment. Arinelle se tenait là, incapable de comprendre ce qui se passait. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec sa sœur. Elle n'était pas habituée et ne s'attendait pas à une telle réaction. Depuis son enfance, cette gamine fait quelque chose et blâme sa sœur pour cela. Maribel a décidé de le lui rappeler. Elle prit le vase dans ses mains. Si Arinelle a oublié tout cela, alors peut-être devons-nous maintenant l'aider à s'en souvenir. La fille tenait un vase dans ses mains et souriait sournoisement. La colère envahit la jeune fille et elle jeta le vase contre le mur de toutes ses forces. Bien sûr, il s'est immédiatement brisé en petits morceaux. La gentillesse d'Arinelle a disparu comme par magie. Le visage a changé. Elle s'est mise en colère. Elle a commencé à crier sur sa sœur sans comprendre ce qu'elle faisait. Elle lui a crié dessus. Si elle veut devenir folle, qu'elle le fasse, c'est son affaire. Mais pourquoi faire une telle chose? Le vase était très cher. La jeune fille était déchirée entre la colère et l'incompréhension. « C'est mieux !» dit Maribel. Maintenant, la sœur ressemblait à elle-même. Et puis elle lui a simplement répété qu'elle était sa sœur. Elle rigola. « C'est beaucoup mieux, dit la fille. Pourquoi ne pas arrêter de faire semblant, suggéra-t-elle, et le laisser la traiter comme il le dit dans son dos.
Une vive douleur dans la joue parcourut la jeune fille. Arinelle est devenue elle-même. Elle l'a enlevée avec sa paume sur sa joue. En plus de la douleur, elle était envahie par la colère et la haine envers cette fille. Elle a osé la frapper. C'était en vain. Arinelle ne comprenait toujours pas ce qui l'avait réveillée. La porte s'ouvrit et la tante entra dans la pièce. La cousine regarda sa mère avec peur. Elle s'est sentie prise au dépourvu. La femme regarda sévèrement les filles. Elle entendit le bruit et se demanda ce qui se passait entre eux maintenant, puisqu'Arinelle avait déjà dit à tout le monde que ce n'était pas elle mais sa sœur qui coupait les fleurs. Ma tante est venue poser cette question. Et maintenant il y a ce bruit. Maribel tenait sa joue rouge qui semblait en feu. Ce n'est pas elle qui l'a fait, s'empressa d'admettre la jeune fille. La fille a dit la vérité. Elle ne voulait plus dissimuler les méfaits de sa sœur. En fait, c'est Arinelle qui a coupé les fleurs. Le cousin était déconcerté. Elle espérait toujours que tout se passerait comme d'habitude pour elle. Mais la sœur ne cherchait plus à prendre la responsabilité sur elle-même. Maribel a continué à dire la vérité, en disant que sa sœur ne voulait tout simplement pas être grondée. Alors elle a rejeté toute la faute sur elle. La cousine a retrouvé son air doux et innocent. Et regardant sa mère, elle déclara que tout cela était un mensonge, que sa sœur la calomniait. La femme s'est avérée plus intelligente que la fille ne le pensait. Elle lui a ordonné d'aller dans sa chambre et de tout nettoyer elle-même. De plus, Arinelle sera désormais assignée à résidence. La fille ne s'attendait certainement pas à cela. Sa mère ne la croyait pas. Elle regarda sa sœur. Son visage prit son véritable air maléfique. Elle tremblait de partout de colère. Maman est partie en claquant la porte. Arinelle était outrée par ce qui s'était passé. La sœur est sortie en voulant se faire gronder. Mais elle a simplement dit la vérité et elle a eu ce qu'elle méritait. La jeune fille effrontée agita à nouveau son bras vers sa sœur. Mais elle n'a reçu qu'un coup en réponse. Maribel a intercepté la main. La fille gâtée ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Toutes ces années, tout s'est déroulé selon ses plans insidieux. Elle regarda sa sœur interloquée. Elle ne comprenait pas comment sa sœur pouvait oser la frapper. Ce à quoi Maribel a répondu que c'était de la légitime défense. En fait, c'est elle qui a balancé. Son regard a changé. Elle est devenue forte et pleine de dignité. Elle n'allait plus souffrir. Il n'y aura plus de cette sœur stupide, soumise et gentille. Elle est devenue différente. Maintenant, elle va reprendre tout ce qui lui appartient. Arinelle n'a pas pris de photo au petit déjeuner devant toute la famille. Soudain, elle a décidé d'annoncer que sa sœur ne voulait pas aller à l'événement à venir. Mais Maribel ne pouvait plus se le permettre. Elle a nié cela et a dit qu'elle voulait partir. Elle devrait élargir son cercle de connaissances et trouver un mari. Elle se souvint qu'Arinelle avait commencé un discours à ce sujet l'autre jour. Elle lui a suggéré de ne pas aller à ce bal, que ce serait mieux ainsi, parce qu'il y avait tellement de monde là-bas. Alors Maribel a accepté. Mais maintenant, elle comprenait que cela avait été fait pour une raison et qu'elle ne se laisserait pas traiter ainsi. La fille a suggéré un moyen de sortir de la situation. Elle a accepté d'être en retard. Vous pouvez envoyer le chariot 2 fois, et puis tout le monde pourra y aller. L'oncle y a réfléchi, mais a accepté. Cette idée lui semblait bonne, et l'homme donna l'ordre de tout préparer. Arinelle sursauta et poussa un cri d'indignation. Elle ne pouvait pas croire que son père ne serait pas de son côté. Mon oncle n'aimait pas cette impulsion. Il a noté que cela ne ferait pas de mal à la jeune fille de travailler sur ses manières afin de réussir son mariage. Le chef de famille était sérieux et catégorique dans sa décision. Il a demandé à Maribel de venir à son bureau après le dîner. La fille ne savait toujours pas pourquoi elle avait besoin d'y aller. Elle a toutefois exprimé son consentement. Au bureau, son oncle a dit qu'il avait accepté sa demande parce que Maribel méritait d'apparaître dans la société. Parce que sinon, il y aura de mauvaises conversations dans la société. La fille ne comprenait pas pourquoi il disait ça. Et elle attendait de plus amples explications sur ce que son oncle attendait d'elle. Son oncle a continué en lui disant qu'elle ne devrait pas trop parler et inutilement lors de l'événement. L'empereur lui-même sera présent. Il lui a dit qu'elle devrait simplement rester assise tranquillement sur la touche. La fille sourit mentalement. « Pourquoi diable ferais-tu ça? Four ?» Eh bien, ce n'était pas difficile pour elle de faire ça. Maribel était d'accord. Mais pensant complètement différemment, elle se retourna et partit. La fille faisait son plan dans sa tête. Elle voulait s'adresser elle-même à l'empereur et lui parler de tous les projets de son oncle. Après toutes les insultes, Maribel n'avait plus peur de rien. En fait, il n'y avait plus rien à perdre. Mais le plan s'est avéré moins simple. Il y avait beaucoup de monde à la réception. Cela lui a créé un problème. Maribel regarda autour d'elle. La foule faisait du bruit et discutait. La fille ne savait pas comment parler à l'empereur.
Elle marchait parmi les gens et écoutait les conversations. L'une des dames a suggéré que l'empereur était déjà parti. Alors que Maribel continuait à errer, elle se sentait mal à l'aise dans cette foule. Et elle a décidé de monter sur la piste. En montant les marches, elle réfléchit que la mise en œuvre de la vengeance était déjà difficile dès le début. Maribel ne savait pas comment elle allait rencontrer l'empereur. La jeune fille s'approcha de la porte de la terrasse et s'apprêtait à entrer. Mais elle entendit des voix à l'extérieur de la porte. C'étaient des voix masculines. L'intérêt a pris le dessus sur la peur, et elle a décidé d'écouter et de jeter un œil pour voir qui était là et à qui appartenaient ces voix. La jeune fille entendit une des voix s'adresser au deuxième, nommé Théobald, et il lui demanda s'il lui avait confié une tâche impossible. Maribel se souvint de qui cela pouvait être. C'est le duc Pérégrine. C'est lui qui a aidé l'empereur à usurper le trône. En écoutant tout cela, la jeune fille comprit qu'une seule personne pouvait parler au duc comme ça. C'est l'empereur lui-même. La voix derrière la porte continua. Réclamation contre le duc. Il n'a pas demandé à tuer le prince, il a seulement demandé à savoir où, mais... Une image se formait dans l'esprit de Maribel. Le prince héritier s'avère être vivant et l'empereur le recherchait. C'est peut-être pour cela que le duc d'Édimberg voulait se rebeller. Parce que le prince rassemble ses forces pour reprendre possession des lieux. La fille se tenait derrière la porte, plongée dans ses pensées. Cela vaudrait peut-être la peine de venir maintenant et de dire à tout le monde qu'elle sait qui envisage de rejoindre la rébellion. L'empereur continua à gronder son fidèle serviteur. Il a menacé de lui couper la tête s'il ne parvenait pas à accomplir la tâche la prochaine fois. La fille a eu peur. L'empereur était connu comme un tyran. Et maintenant, elle avait peur d'y aller. C'était au-dessus de ses forces. Elle décida qu'elle devait maintenant partir rapidement. Et faisant grincer accidentellement la porte, Maribel la suivit. Malheureusement, cela n'est pas passé inaperçu. Ils l'ont appelée et lui ont demandé qui était là. Et la fille s'enfuit tête baissée. L'empereur demanda à Thibaut s'il avait pu voir la jeune fille qui s'était enfuie. Après avoir ouvert la porte, ils la remarquèrent encore. Le fidèle serviteur remarqua qu'elle avait des cheveux argentés et une robe violette. Voilà ce qu'ils ont remarqué par derrière. L'empereur a demandé de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Et d'un ton autoritaire, il lui dit de partir. Lui-même était dans la confusion. S'étant un peu remise de ce qu'elle avait entendu et ayant apparemment pris ses distances, Maribel pensa qu'elle n'avait plus besoin de courir. J'espérais qu'il ne la trouverait pas. La fille s'est cachée derrière un mur et a décidé de se reposer. Soudain, elle se souvint d'un incident survenu il y a 1 an. Ils l'ont appelée. C'était Arinelle. Il y avait 2 autres filles à côté d'elle. S.E. amies, tous issus de la haute société et du sang bleu. Ils ne pouvaient que louer la beauté de cette réception donnée par le duc d'Édimbourg. Naturellement, c'est Arinelle qui a pris tout le crédit. Mais soudain, elle décide d'encourager et d'humilier sa sœur et ses amis. Elle a dit que Maribel l'avait aidée. Ce à quoi l'une des amies a décidé de plaisanter en disant que c'était probablement pour cela que le plat était sans goût. Et les filles rigolèrent. Les filles lui ont fait allusion en disant que quelqu'un ici ne connaît pas sa place et que cette personne n'interfère pas avec les autres. En se rappelant de tout cela, Maribel se figea. Elle ne pouvait pas l'oublier et encore moins le pardonner maintenant. C'était le cas la dernière fois. Mais maintenant, elle avait une seconde chance. Et maintenant, elle ne les laissera pas partir si facilement. Lady Effra rappela que beaucoup de temps s'était écoulé depuis la dernière rencontre avec Maribel au manoir. Et puis elle a réalisé que c'était un lieu public et qu'elle s'était comportée de manière très irrespectueuse. Elle se couvrit la bouche de manière théâtrale. En privé, il était normal d'appeler les gens par leur nom. J'ai suggéré que j'aurais dû l'appeler Lady Edinburgh. Mais l'amie a retiré l'orateur. Elle m'a rappelé que la vraie Lady Edinburgh était également là. Elle a fait allusion à la présence d'Arinelle. Lady Effra baissa la tête. Elle a demandé pardon à Lady Edinburgh pour son erreur imprudente. Arinelle a demandé à la dame de lever la tête. Ce n'était pas sa faute. Elle a admis que le titre de sa sœur était douteux. Et c'était extrêmement gênant. La fille a suggéré de l'appeler par son nom dans ce cas. Mais la question de la décence s'est posée. Maribel se consolait en se disant qu'il se moquait simplement d'elle. Ensuite, il y a eu des discussions creuses. Les dames ont ri bruyamment. La conversation a changé de sujet. Notre héroïne soupira. Et puis je me suis demandé si nous avions déjà été si proches que nous nous appelions par notre nom dans une salle de banquet spacieuse. Lady Effra commença à marmonner quelque chose d'inintelligible pour sa défense. Elle était clairement confuse. Maribel a déclaré que s'il n'y avait pas de titre à inviter, cela valait la peine de ne pas demander du tout. Surtout quand il n'y avait pas d'amitié ou de partenariat. Mais elle a donné cette permission spéciale à sa sœur Arinelle en tant que sœur cadette. Elle a assuré que ses amis essayaient simplement d'être amicaux.
et c'est pour ça que ça ne valait pas la peine de leur parler sur un ton aussi grossier. Maribel a déclaré qu'elle ne considérait pas ces dames comme dignes de communication. Autrefois, ils étaient si ignorants qu'ils les appelaient par leur nom en public. Lady Ephra bégaya et demanda à nouveau. Elle était indignée, mais ne pouvait donner aucune réponse convaincante. Arinelle a soulevé la question de l'ignorance de sa sœur. Selon l'étiquette, tout le monde apprenait qu'il ne valait pas la peine de faire des histoires au milieu d'une fête. Maribel était surprise que la plus jeune accorde une telle importance à l'étiquette. Après tout, j'ai entendu que la professeure se plaignait de la difficulté de lui apprendre les bonnes manières. La sœur suffoquait d'émotion, ne sachant pas quoi répondre à l'aînée. Mais je n'arrivais toujours pas à obtenir quoi que ce soit de moi-même. Et la fille sourit. Elle a dit que quelqu'un qui valorise l'étiquette ne crierait pas en public. Maribel pensait qu'un simple avertissement suffirait. Maintenant, elle voulait vraiment se reposer. Elle boitait. Les chaussures frottaient mes pieds. S'approchant de ses filles, le père commença à les gronder. Leurs querelles ont jeté la honte sur leur nom de famille. Maribel pensait que rien n'avait fonctionné, et il n'y avait plus de raison de discuter maintenant. J'ai décidé de m'éloigner davantage et de disparaître dans la foule. Mais la fille n'a pas eu le temps de partir. Par derrière, quelqu'un l'attrapa fermement par les épaules. En regardant par-dessus mon épaule, j'ai vu l'empereur. Il a dit que si elle voulait se cacher, elle aurait dû faire plus d'efforts. J'ai supposé que la dame avait quelque chose à dire. Maribel se sentait condamnée. Après tout, elle supposait qu'il avait l'intention de la tuer. Mais ensuite, l'oncle Lorenz est arrivé. Il a appelé Sa Majesté. La jeune fille supposa que le parent était surpris par l'apparence de l'empereur. Notre héroïne s'est retrouvée entre deux feux. L'oncle est derrière et le tyran est devant. La fille soupira bruyamment. Maribel a pris sa décision. Elle a touché la poitrine de l'empereur, violant ainsi son espace personnel. Il était extrêmement surpris. La jeune fille supposa qu'il cherchait celui qui avait interrompu la conversation avec Lord Peregrine. Elle a dit qu'elle allait l'embrasser tout de suite. Elle m'a demandé de ne pas regarder en arrière. L'empereur supposa que la dame cherchait la mort. Elle a exigé de l'écouter afin d'obtenir des indices sur l'emplacement du prince. Maribel priait dans son esprit pour que son plan audacieux fonctionne. Elle pressa ses lèvres sur celles de Sa Majesté. Les invités de la salle de banquet étaient très excités par ce qu'ils ont vu. Les dames et les messieurs étaient profondément choqués. Mon oncle et ma sœur étaient également stupéfaits. Mais notre héroïne croyait que ce scandale serait une police d'assurance fiable, à condition seulement qu'elle ne perde pas la tête immédiatement après. Maintenant, Arinelle et son oncle ne peuvent plus lui résister. L'empereur pressa la dame. Je lui ai demandé d'expliquer son comportement, surtout pourquoi elle a décidé d'embrasser. Maribel a assuré que c'était parce que son cousin aimait l'empereur. La fille elle-même aurait qualifié cette excuse de bizarre, mais c'était la seule façon pour elle de se tenir devant Sa Majesté et de l'utiliser comme bouclier. Le jeune homme n'a pas bien compris, mais il a aimé le jeu. J'ai demandé à la dame d'ouvrir la bouche si elle voulait embrasser correctement, mais en voyant sa sœur Arinelle à proximité, elle prit la décision finale. Même si je me rendais compte que c'était une arme à double tranchant. Mais ce n'était pas si mal. Bientôt, Maribel s'assit silencieusement devant l'empereur. Il la regarda avec impatience et un sourire. La fille s'est rendue compte qu'elle avait des ennuis. L'empereur claqua des doigts. Regardant par-dessus son épaule, il ordonna que le palais soit préparé pour Calende. Maribel réfléchit. Il disait que l'empereur ne donnerait ce magnifique palais ouvert toute l'année qu'à celui qu'il aimait le plus. En fait, jusqu'à présent, seule la princesse favorite de l'empereur l'utilisait. Et pour le bien de notre héroïne, ni l'impératrice ni la princesse, la préparation du palais de Calende était quelque chose de choquant. Maribel pensait que désormais toutes les voies de fuite lui étaient définitivement bloquées. L'empereur toucha l'épaule de la jeune fille. Il m'a appelé pour l'accompagner. Mais Arinelle saisit la main de sa sœur. Elle a demandé si elle allait vraiment partir. L'empereur ordonna à la jeune fille de retirer ses mains sales si elle ne voulait pas perdre la tête. Arinelle était confuse. Elle a demandé pardon à Sa Majesté. La sœur aînée pensait qu'elle se sentait désormais trahie. Après un certain temps, l'empereur était assis en train de boire du thé. En face de lui était assise Maribel. La fille resta silencieuse. J'étais nerveux. Elle a serré l'ourlet. Beaucoup de temps s'est écoulé ainsi. Fatiguée d'attendre, elle fut la première à rompre le silence. Elle a exprimé le désir d'entendre de Sa Majesté les questions qui l'intéressaient. L'empereur posa la coupe. Il sentait qu'il n'aurait pas dû demander. Je ne pouvais pas faire confiance à un étranger. Maribel a assuré qu'elle était arrivée sur la terrasse par hasard. Et c'était une coïncidence si elle avait accidentellement entendu une partie de la conversation. L'empereur pensait que c'était l'excuse parfaite pour devenir espion.
Et si la dame voulait prouver son innocence, elle devait fournir les informations dont Sa Majesté avait besoin. Maribel supposait que même s'il faisait cela, l'empereur la considérerait toujours comme une espionne. Et puis, il perd immédiatement la tête dès qu'il énonce l'information nécessaire. Le jeune homme devint pensif. La dame a continué. Ce serait compliqué de la tuer maintenant. Après tout, beaucoup ont vu comment Sa Majesté a amené la jeune fille au palais. L'invité a supposé qu'elle était là parce qu'elle pouvait être utile. Après tout, il y avait de bonnes chances d'attraper ceux qui envisagèrent d'organiser un soulèvement. L'empereur a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé quoi faire d'elle ensuite. Mais il n'a pas encore décidé si la fille pourrait lui être utile. Il sourit. Il a admis qu'il avait initialement eu l'intention de la tuer. Mais pour l'instant, j'ai décidé de remettre ça à plus tard. La fille a demandé s'il croyait à sa sincérité. Sa Majesté souhaitait que Maribel soit avec lui pour le moment. Il n'y croit toujours pas, mais au moins c'était suffisant pour la fille. L'invité a demandé si la manière de l'utiliser avait déjà été décidée. L'empereur regarda attentivement. Et il lui a demandé de lui dire dans quoi elle était douée. Maribel gloussa. Elle a déclaré avoir appris l'art floral, la broderie, la culture, l'autodéfense, et avoir joué du piano et du violon. L'empereur se demandait si c'était là toutes ses capacités. La jeune fille a ajouté qu'elle pouvait toujours faire les tâches ménagères. Le jeune homme a déclaré que les baisers pourraient également être inclus dans la liste. J'ai supposé que l'invité faisait cela souvent, car cela s'est bien passé. Maribel sourit. Elle m'a assuré qu'elle n'avait jamais embrassé auparavant, et elle pensait que c'était une capacité innée. L'empereur se leva. La fille s'est tendue face à ses actions. En s'approchant, il souleva le menton de l'invité. Il a dit qu'il avait déjà décidé comment il l'utiliserait. Se penchant sur la dame, il commença à embrasser ses lèvres avec ravissement. Maribel a profité du moment et l'a attrapé par le ruban. Le jeune homme se figea de surprise. L'empereur a dit que seuls ceux qui avaient 10 vies libres se comportaient ainsi. La dame n'avait pas peur de Sa Majesté. Car si sa vie dépendait de sa capacité à saisir le ruban, la lumière du palais de Calend ne se serait jamais allumée pour elle. Sa Majesté s'en est amusée. Il a dit à son invité qu'elle avait effectivement fait preuve d'un courage imprudent. La jeune fille avait un cou plutôt mince, et l'empereur le remarqua. Et elle se distinguait également par son arrogance. Une main gantée de blanc saisit l'invité à la gorge. Mais pas un muscle du visage de Maribel ne bougeait. Elle a dit que si elle était différente, elle ne serait pas là aujourd'hui. L'empereur lui assura que dans sa situation, la chose la plus correcte à faire serait de supplier pour sa vie. La fille n'avait pas peur, mais continuait à flirter, se frottant contre sa main. La mort n'était pas quelque chose de terrible pour elle, et il n'y avait qu'une seule tâche à laquelle je ne pouvais pas échouer. Sa Majesté a demandé avec surprise que la dame l'ait attaquée juste pour cette raison. Maribel lui a suggéré de penser comme il le voulait. Mais comme Sa Majesté l'avait déjà utilisé une fois, c'était maintenant son tour. Le jeune homme ne pouvait toujours pas décider si la dame était son allié ou son ennemi. J'ai décidé que cela deviendrait clair plus tard. La fille a tiré le ruban, avec une telle force que la décoration resta dans sa main. L'empereur fut irrité par cela, mais il resta silencieux et, pinçant les lèvres, se détourna. Le jeune homme a demandé ce que voulait la dame. Maribel jouait avec son accessoire dans ses mains. Elle a dit qu'elle avait déjà reçu un cadeau de sa part, du fond du cœur. Merci. Bientôt, notre héroïne était assise dans une voiture. Le balancement mesuré et le cliquetis des roues la berçaient jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le duc Pérégrine regarda la voiture par la fenêtre. Il a été surpris par ce qui s'est passé. Thibaut rappela à l'empereur qu'il avait initialement prévu de tuer la jeune fille. Sa Majesté se souvenait de la façon dont il tenait la dame par le cou, et elle n'avait même pas cligné des yeux, et encore moins eu peur. Il a dit à son ami qu'à un moment donné, il lui semblait que la dame pourrait être utile. Le jeune empereur a parlé de la nécessité d'écrire une lettre demandant une cour. Le duc a demandé à son ami si ce geste était une demande en mariage ou simplement une parade nuptiale. Souriante, Ezeled Féofia répondit par l'affirmative. Notre héroïne est rentrée tard le soir, et j'ai été très surprise de rencontrer ma sœur avec une lanterne à la main. Je me demandais pourquoi elle ne dormait pas encore. Elle supposait qu'Arinelle pleurait. Les yeux de la sœur étaient gonflés. Elle, serrant les dents de colère, lui ordonna d'arrêter de faire semblant. Maribel vit l'irritation. Elle a dit que de l'extérieur, on aurait pu croire que sa sœur la menaçait. Elle m'a assuré qu'elle était fatiguée. Elle a demandé à la laisser passer. Arinelle demanda si sa sœur savait qu'une lettre était arrivée du palais demandant une cour. Maribel ne le savait pas. Elle fut surprise que la lettre soit arrivée avant elle. J'ai pensé que c'était une excellente décision de la part de l'empereur. Mais la sœur cadette n'y croyait pas. Accusée de mentir,
Elle a demandé quel genre de relation elle entretenait avec Sa Majesté. Mais elle a tout vu. Arinelle fut surprise que sa sœur, venue pour la première fois à une fête au palais, ait immédiatement commencé à contacter l'empereur. Et il n'était pas particulièrement sociable. Elle a reproché à sa sœur d'avoir fait ça. Après tout, elle connaissait ses plans pour Sa Majesté. Maribel a insisté sur le fait que l'empereur s'intéressait à elle. Elle a remis la boîte à sa sœur. Elle a dit qu'elle voulait réconforter sa femme brisée. Elle m'a demandé d'accepter le cadeau et d'être consolée par lui. L'aînée m'a demandé de ne pas la regarder comme ça. Elle a parlé d'une situation désespérée. Et il y a de la douleur dans mon cœur en la regardant. Elle a demandé conseil. Elle lui demanda si elle serait heureuse si l'aînée refusait l'amour de l'empereur en faveur de sa chère cousine Arinelle. Qu'elle était tellement amoureuse de Sa Majesté. Maribel tenait fermement la main de sa sœur. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Elle a demandé à la laisser partir. Elle a demandé à Arinelle de ne pas s'inquiéter. Elle a assuré que Sa Majesté écouterait tout ce qu'elle dirait. Elle a remis la boîte dans les mains de sa cousine. Maribel a assuré que lorsqu'elle a vu sa sœur pleurer à la fête, son âme a semblé se déchirer. Arinelle a exigé que cette représentation soit arrêtée, et finalement laissé-la partir. Avec un certain effort, elle retira sa main. La boîte tomba avec un bruit sourd. La fille se demandait ce qui était arrivé à Maribel. Je pensais qu'elle avait encore une bonne vie, et elle a demandé pourquoi elle était en colère maintenant. Puis elle a vu ce qu'il y avait dans la boîte. Mais Maribel fut la première à se baisser pour le ramasser. Elle a répondu qu'elle n'était pas seulement en colère. Elle posa le ruban de l'empereur sur sa poitrine et l'admira. Regardant Arinelle droit dans les yeux, elle dit qu'elle voulait se venger. La sœur poussa un cri d'indignation. Maribel a assuré qu'elle avait beaucoup perdu et souffert. Et ma sœur le savait mieux que quiconque. La fille l'a montré avec ses mains et a demandé ce que c'était. Après tout, Arinelle aurait dû le voir hier aussi. C'était la précieuse cravate de Sa Majesté. Elle le posa négligemment sur le sol avec un bruit sourd. Comme sa sœur était très amoureuse de l'empereur, Maribel lui a demandé de l'amener ici. Elle m'a demandé de prendre la cravate et d'essuyer mes larmes. Après tout, le cousin n'avait plus rien à perdre maintenant. Debout dans la cour de son ancienne maison, Maribel entendit une voix douloureusement familière l'appeler par son nom. C'était une nounou qui avait été chassée un jour. La jeune fille s'est dépêchée de serrer dans ses bras cette chère femme. Ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps et ils se manquaient. Les larmes montèrent aux yeux de la nounou. Elle l'a élevée depuis sa naissance. Et maintenant, je ne pensais même pas que je le verrais un jour. La fille a ri. Ce n'est pas le moment de mourir. La nounou dit des bêtises. Désormais, ils vivront ensemble dans le palais impérial. La femme se ressaisit et essuya ses larmes. Puisque sa pupille est désormais l'impératrice, elle doit absolument être là et prendre soin d'elle. Maribel sourit. Bien sûr que c'est vrai. Même si elle-même ne comprenait pas encore ce qui allait se passer ensuite. Et deviendra-t-elle impératrice? Se souvenant de l'étreinte de l'empereur, pensa-t-elle. Mais le fait qu'elle vive au palais n'est qu'une façon pour lui de garder la jeune fille enfermée. Mais maintenant, la fille n'avait plus peur de ça. Le plus important, c'est qu'elle s'est échappée de cette maison. Et elle a quitté cette famille. Elle a pris la nounou par la main et lui a dit qu'il devait partir d'ici. Et il n'y a pas besoin de pleurer maintenant, car ils sont ensemble. L'autre jour, avant de partir, elle s'est approchée de son oncle et lui a dit qu'elle ne vivrait plus avec eux. Mais elle lui demande d'appeler la nounou. La fille voulait partir avec elle. L'oncle voulait mentir en prétendant que la nounou avait elle-même quitté la famille. Mais Maribel ne se laissait pas tromper. Elle a dit qu'elle savait que c'était lui qui avait mis tout le monde dehors. La fille se retourna et regarda la maison de son enfance. Elle a compris qu'elle ne reviendrait plus jamais ici. Elle se sentait un peu triste. Ils montèrent dans la voiture pour partir. Du coin de l'œil, la jeune fille vit son oncle regarder par la fenêtre et les saluer. La nounou était ravie du château de Calande. Elle ne pouvait pas croire qu'à partir d'aujourd'hui, il vivrait là. La femme regarda autour d'elle, la bouche ouverte. Elle n'avait jamais vu autant de beauté dans un seul bâtiment. Maribel était ravie du bonheur de sa nounou. Ces émotions positives étaient inspirantes. La femme était comme un enfant. En regardant le palais avec sa nounou, la fille a commencé à réfléchir. Après tout, maintenant elle vivra vraiment ici avec l'empereur. Même après la vengeance qu'elle désirait tant, elle devrait rester ici, avec l'empereur tyran. Cela m'a rendue un peu triste. La nounou, bien sûr, l'a remarqué, et elle a demandé la raison du changement d'humeur de la fille. La femme a décidé que Maribel devait être tombée malade. Après tout, quelle autre raison pourrait-il y avoir à sa pâleur? Elle a bondi pour essayer le front de la fille. Mais Maribel n'était pas sexy, et la nounou a suggéré à la fille de faire une promenade dans le jardin. Cela devrait la faire se sentir mieux. Maribel se redressa.
Elle se sentait si bien que quelqu'un se souciait à nouveau sincèrement d'elle. Incapable de se retenir, elle s'accrocha à cette chère femme. La nounou a serré la fille dans ses bras. Et même si elle est déjà adulte, pour elle, elle restera toujours cette petite enfant. Marie-Belle la serra dans ses bras. Inhalant l'odeur familière, elle ferma les yeux. Cette femme était comme une mère pour elle. Pendant tout ce temps, elle nous a beaucoup manqué. La nounou a recouvert la fille d'un châle en disant qu'il faisait frais aujourd'hui, et que CE serait mieux ainsi. Et elle m'a conseillé de revenir le plus tôt possible. La fille le remercia. Elle savait que Peppo ne lui ferait jamais rien de mal. Elle a souri. C'est devenu calme. Il était grand temps de vraiment voir le jardin. Marie-Belle dit qu'elle reviendrait bientôt, s'enveloppa dans un châle et se dirigea vers la porte. Dans le jardin, la jeune fille est redevenue un témoin involontaire. Elle entendit un homme poser des questions à l'empereur à son sujet. Et l'empereur n'aimait clairement pas ce fait. Il n'aime pas ceux qui posent beaucoup de questions, surtout sur des choses personnelles. Théo a également décidé de demander pourquoi l'empereur n'a pas tué Marie-Belle. À quoi il a reçu une offre de le tuer à sa place. La vie de Théo appartenait déjà à Sa Majesté. Il était donc prêt à prendre n'importe quelle décision. L'empereur a tué un autre serviteur curieux. Marie-Belle ne l'a pas seulement entendu, elle l'a vu. La peur s'empare d'elle. Elle regardait et ne pouvait pas bouger. L'empereur la vit. Il y a quelques minutes à peine, elle se promenait dans le parc et analysait ses sentiments. Ils étaient très contradictoires. Elle ne pouvait pas comprendre la raison de ses sentiments. Après tout, elle prépare sa vengeance. Et cela conduira à la mort de quelqu'un, au moment où il rêvera de gloire. Elle pensait juste qu'elle ferait ce qu'il méritait, ce qu'ils lui ont fait. Et elle ne ressentira aucune douleur ni aucun bouleversement. Elle regarda autour d'elle. Le parc était désert. Elle semblait complètement seule parmi les arbres, et c'est à ce moment-là qu'elle a été témoin de cette image cruelle. Cela a dérouté la fille, mais elle ne bougea pas. Et Esseled la remarqua. Et avec le même calme, elle demanda au serviteur de nettoyer la scène du massacre. Et il se dirigea vers la fille. Lentement, sans quitter Mirabelle des yeux, il s'approcha si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Il a noté qu'il ne l'avait pas appelée tout à l'heure. Il y avait des larmes dans les yeux de la fille. Tout ce qu'elle a vu a eu un effet profond sur elle. Elle pensait être insensible, mais elle avait tort. Il le pensait aussi. C'est pour cela qu'il l'a dit, parce qu'elle traitait la mort si facilement. Maintenant, quand il voit un cadavre, il pleure. La fille rassembla sa volonté dans un point. Elle a dit qu'elle n'avait pas pleuré, qu'il avait juste plu récemment. Je ne pouvais pas me permettre de montrer de la faiblesse. L'empereur essuya les larmes sur la joue de la belle avec sa paume. Il doit y avoir beaucoup de nuages de pluie au-dessus, a-t-il noté. Soudain, il la saisit dans ses bras. Ce câlin était fort, ferme, mais en même temps doux. Marie-Belle a continué ses tactiques de réciprocité. Elle demanda à l'empereur si cette étreinte pouvait être considérée comme s'il l'utilisait. L'homme a bien sûr supposé que cela pouvait être le cas, mais il risque alors de se retrouver désemparé. En la regardant, l'empereur, pour une raison quelconque, cessa d'être aussi fort. Et il a accepté, mais seulement cette fois-ci, cela peut être compté. Sa Majesté a décidé de s'y intéresser à nouveau. Cela lui était encore incompréhensible. De quoi a-t-elle besoin de toute façon? Elle est restée un mystère. Elle a exprimé ses pensées. Que d'une manière ou d'une autre, dans cette vie, les gens se souviennent de ce qu'ils ont fait pour les autres, des dommages qu'ils ont subis. Personne ne fait le bien sans raison. L'empereur vit la douleur dans ses yeux et ses paroles. C'était comme si elle voyait le monde s'effondrer. Son regard était si pénétrant. Son Altesse a retrouvé son état originel. Et d'une voix sévère et majestueuse, il lui demanda ce qu'elle voulait de lui. Marie-Belle était une fille courageuse. Et d'un ton audacieux, elle demanda à l'empereur s'il lui donnerait vraiment tout ce qu'elle désirait. Le gars la regarda avec reproche. Sa patience était à bout. Il lui a demandé de lui dire immédiatement ce qu'elle voulait encore de lui. Elle fit une grimace innocente. La broche qu'elle lui avait alors prise était perdue. Et maintenant, la fille a demandé pardon pour cela. L'empereur gloussa. Quand les gens demandent pardon, ils ne sourient généralement pas. Et un sourire sournois illumina le visage de Marie-Belle. Il s'avère que si elle ne sourit pas, il est plus probable qu'elle soit pardonnée. La fille a immédiatement posé la question. L'empereur remarqua qu'au contraire, il y avait partout des visages si sombres qu'il fallait sourire, même s'il avait lui-même le même visage. Et elle sourit. Marie-Belle savait que si elle voulait atteindre son objectif, elle devait être obéissante. L'empereur était avant tout un homme. Et maintenant, ce sourire était enchanteur. Il était attiré par cette fille. Il passa doucement son doigt sur ses lèvres. Et tendrement, mais en même temps montrant son pouvoir, il lui murmura qu'elle devait continuer à sourire comme ça. Et il est parti.
Marie-Belle resta seule, perdue dans ses pensées et sa confusion. Elle ne comprenait toujours pas vraiment ce qui allait se passer ensuite. Marie-Belle se demandait pourquoi le majordome voulait la rencontrer. Comment l'a-t-il connue? La nounou a expliqué que depuis qu'elle était devenue dame d'honneur, elle avait besoin d'en savoir plus. Peppo a prévenu la fille. Si le majordome devient ennuyeux, laissez-le simplement le lui dire. Elle peut s'en occuper. La fille rit joyeusement. Elle a remercié sa fidèle nounou. Il était temps pour Marie-Belle de partir. Sur la table, à côté d'une tasse en porcelaine fine, posait un doigt. La jeune fille et le majordome restèrent figés de chaque côté de la table ronde. Marie-Belle était perplexe. Elle regarda attentivement le jeune homme. Est-ce que c'est vraiment de cela que Peppo parlait? J'y ai réfléchi. Ce type aimait vraiment les doigts. Il a apporté un faux doigt en cadeau, comme un chat apportant une souris morte à son propriétaire. Elle a dit avec hésitation que si cela plaisait à son interlocuteur, elle essaierait de le comprendre. Le jeune homme devint immédiatement triste. Il pensait qu'elle l'aimerait aussi. Mais elle n'aimait pas ça. Théobald salua le majordome et le directeur. Les officiers lui ont demandé s'il avait bien fait son travail en se débarrassant du corps. L'homme a confirmé qu'il avait tout fait. Et à son tour, il a demandé ce que faisaient ses employés dans cet endroit. Cyrus a admis qu'ils étaient venus voir la nouvelle candidate au poste d'impératrice. J'ai décidé de dire bonjour. Il a invité le duc à l'accompagner. Théobald a répondu par une réponse catégoriquement négative. Le majordome rit. Le courtisan refusa trop vite. L'homme a suggéré au directeur d'aller rencontrer le candidat. Acile a également refusé. Cyrus a décidé de partir seul. Un jour, ses amis n'osaient plus le soutenir. Ils les ont appelés nuisibles. Théo tendit le faux doigt en cadeau à la fille. Je l'ai prêté au majordome. Kir accepta l'étrange cadeau avec appréhension pendant un moment. Cyrus s'est plaint que Théo l'ait aidé. Il n'y a rien à voir ici à part les fesses de général. La fille ne comprenait pas du tout pourquoi cet homme venait vers elle. Elle interrompit le jeune homme d'un ton décisif. Est-il vraiment venu la voir pour parler des fesses de quelqu'un? Le majordome répondit que ce n'était pas pour ça. Il ne s'est pas encore présenté à la fille. Il a enlevé son béret de sa tête. Il a dit qu'il était majordome. Kir Reben. L'homme a promis d'enseigner à la jeune fille la vie au palais. Il surveillera l'adaptation. Il contrôlera tout pour éviter les abus de pouvoir. La raison pour laquelle il est venu aujourd'hui était de découvrir ce qui s'est passé entre la jeune fille et sa majesté. Marie-Belle ne savait pas quoi dire. Le majordome a admis qu'il y avait beaucoup réfléchi, mais il ne trouva aucune raison pour que l'empereur lui épargne la vie. J'ai formulé 3 hypothèses. La première est que le moment est venu pour Sa Majesté de mourir prochainement. J'ai considéré cette version comme la plus probable. Les gens pourraient changer radicalement leur comportement avant de mourir. Deuxièmement, elle pourrait proposer à l'empereur un accord lucratif. Mais ils sont restés ensemble très peu de temps. Peut-être que la fille l'a menacée. La blonde n'a pas objecté. Cyrus était surpris. Mais il a émis une 3e hypothèse. Sa Majesté a pu tomber amoureuse de la jeune fille au premier regard. En la regardant, Kira n'a même pas besoin d'y penser. Avec une légère ironie, la jeune fille remarqua que le majordome était désormais conscient des goûts particuliers de son maître. Marie-Belle était en colère. Le majordome rit. Il semblait à l'homme que la fille le détestait vraiment. Il a admis qu'il lui serait plus facile d'obtenir des informations auprès de quelqu'un qui s'intéresse directement à cette question. Je parlais de la fille. Elle répondit qu'elle ne savait pas pourquoi l'empereur lui avait épargné la vie. Elle n'était pas sûre que le majordome croirait sa réponse. L'homme a suggéré qu'il aurait pu s'agir de l'option 1 ou 3. J'ai demandé à la fille ce qu'elle pouvait dire à propos du 3e numéro. Marie-Belle fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu un mot d'amour de la part de Sa Majesté. Et elle était sûre qu'elle ne l'entendrait plus à l'avenir. La cour de l'empereur n'était qu'à un niveau formel. Les avis étaient encore partagés quant à savoir si Marie-Belle deviendrait impératrice. Le majordome n'a pas envisagé la première option. Il a ajouté que la jeune fille ne savait pas mentir. Kir aimerait que Marie-Belle le fasse avec sagesse. La blonde nota que pour obtenir la réponse souhaitée, il serait préférable que le majordome avoue tout de suite. L'homme croyait réellement que rien n'était plus important que d'apprendre à connaître quelqu'un. Alors je me suis préparée, et je lui ai apporté un faux doigt en cadeau pour se faire des amis. Le majordome baissa les yeux. Il espérait que la fille aimerait le cadeau. Marie-Belle était surprise. Kir s'affaissa. Il ressemblait à un chaton battu. Le cadeau de l'homme était toujours posé sur la table. La jeune fille se rendit compte que le majordome lui avait apporté un doigt coupé en cadeau. Elle supposait qu'elle comprenait pourquoi le majordome n'avait pas d'amis. Cyrus n'était pas d'accord avec cette déclaration. Il a insisté sur le fait qu'il avait un ami. Cyrus a annoncé qu'il n'avait pas d'amis. Il lui a offert son amitié si elle avait pitié de lui.
en échange d'une histoire sur la relation avec le roi. La fille a refusé. Leur conversation fut soudainement interrompue par l'empereur. Il a demandé pourquoi Cyrus était là. Le majordome commença à bégayer et ne savait pas quoi répondre. Ezeld fronça les sourcils d'un air menaçant. Il croisa les bras sur sa poitrine. Il a ordonné une réponse quant à la raison de la présence du majordome. Théo conseilla au majordome de lui sauver la vie. J'ai remarqué qu'il était difficile de survivre longtemps dans le palais. Cyrus a passé toute sa vie aux côtés de l'empereur. Il ne croyait pas qu'il pourrait le tuer si facilement. Le majordome regrettait beaucoup de ne pas avoir écouté le conseil à ce moment-là. Sa Majesté était en colère. J'ai insisté pour une réponse immédiate. Doit-il vraiment demander 2 fois à son sujet? Ezeld attrapa le majordome par le cou. Kir commença à bégayer. Les yeux de l'empereur devinrent injectés de sang. Il a exigé une réponse. Pourquoi le serviteur était-il là? Cyrus comprit que pour répondre, Sa Majesté devait lui lâcher le cou. Il ne pouvait pas prononcer un mot pendant qu'il était étranglé. Une pensée traversa l'esprit de Maribel quant à la raison pour laquelle elle était si silencieuse maintenant. Après tout, cette femme lui parlait tout récemment. Les yeux du majordome exprimaient l'horreur et la peur. Il était perplexe. « Combien de temps peux-tu simplement regarder ?» Il a supplié la fille de l'aider avec ses yeux. L'empereur tendit la main vers son épée. Il a déclaré que Kir serait désormais certainement en mesure de lui donner une réponse à sa question. La pointe de l'arme était pointée directement vers la gorge du serviteur. Il a demandé si la place du majordome était là. Peut-être qu'il a donné l'ordre d'entraîner Maribel aujourd'hui. L'empereur se souvenait bien qu'il avait ordonné que cela commence la semaine suivante. Sa Majesté lança un regard furieux à son serviteur. Maribel regardait cette scène en silence. Je me demandais si Sa Majesté allait vraiment tuer son majordome. La fille croisa les bras sur sa poitrine. J'ai attiré l'attention de mon récent interlocuteur. Il la regarda comme si elle pouvait l'aider d'une manière ou d'une autre. Si Cyrus décidait soudainement qu'Ezeled l'aimait, alors il se trompait lourdement. La fille ne savait pas comment cela pouvait arriver. Elle se rendit compte que le serviteur ne savait rien de leur accord avec l'empereur. Avec cela, tout devint clair pour elle. Mais que devrait-elle penser de la situation avec son doigt? La fille toucha doucement l'étrange cadeau. J'ai essayé de comprendre si c'était l'annulaire ou l'index. J'y ai réfléchi. Selon elle, c'était le doigt d'un homme. En comparaison, les doigts de Cyrus étaient beaucoup plus fins. Je me suis souvenu de la confession d'un homme, que plus d'un jour s'est écoulé depuis que Théobald n'a pas participé aux affaires. La fille devina facilement qu'il s'agissait de Thébaldi Pérégrine. Maribel se demandait si son interlocuteur voulait réellement la prévenir de cette manière. Si c'était le cas, cela la bouleversait vraiment. La fille s'est figée. Ces longues boucles étaient éparpillées dans son dos. Maribel a décidé qu'il serait préférable de lui demander en personne. Un bruit aigu attira son attention. Le majordome expira et gémit. L'épée de l'empereur transperça l'homme. Le sang coulait. La blonde pensait avec effroi que de cette façon Sa Majesté tuerait vraiment Cyrus. La jeune fille a décidé de faire un pas désespéré. Elle s'est approchée des Zélades et a admis qu'elle avait besoin de lui parler. L'empereur lui a donné la permission de parler. La fille regarda le majordome blessé. Elle a admis qu'elle se sentait mal à l'aise de parler devant lui. L'empereur ordonna à Maribel de venir à lui. La fille fit quelques pas. L'homme était malheureux. Il tira brusquement la fille vers lui. Quand il lui a dit de venir, cela signifiait qu'elle devait s'approcher très près. La fille se retrouva pressée contre l'homme. Il força la blonde à saisir la poignée de son épée. Il couvrit sa main délicate et gracieuse avec sa main forte. Il murmura à l'oreille de Belle pour lui faire serrer plus fort sa main. L'homme pressa le dos de la fille contre sa poitrine. Il s'accrochait fermement. La blonde regarda dans les yeux effrayés de Kira. L'empereur a dit qu'elle devait s'y habituer. Cela se produisait ici tous les jours. Maribel ferma les yeux. Appel à Sa Majesté. Si des gens mouraient tous les jours, quand sa tête tomberait-elle de ses épaules? L'empereur tourna ses yeux rouges vers elle. La jeune fille demanda une réponse et attendit ce que Sa Majesté lui dirait. L'empereur était indigné. La fille a clarifié. Lui a-t-on donné une épée pour pouvoir plus tard ordonner d'être poignardé avec? Et s'il voulait lui faire peur, ils auraient dû choisir une autre méthode. Celui-ci n'était pas du tout impressionnant. Maribel serra le poing. Mes mains tremblaient. Mais c'était la seule chose qui révélait la tension. Elle a exigé que la vie de Lord Cyrus soit épargnée. Elle a indiqué comme raison une aversion pour l'odeur du sang, des nausées et une réticence à voir un cadavre. C'était sa demande à Sa Majesté. L'empereur gloussa. Il a serré la fille dans ses bras. Il fit signe silencieusement au seigneur de partir. Maribel était contente. Le tyran l'a finalement entendue. Kir, serrant les dents, marchait lentement dans le couloir, traînant à peine les pieds.
Tout ça. La servante se dépêcha de venir à sa rencontre. J'étais inquiet pour la santé et la vie du Seigneur. Même la condition physique n'était pas la priorité. Le jeune homme était écrasé. Je me suis demandé ce qui venait de se passer. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait bien, M. Keir a répondu négativement. Après tout, il avait failli mourir aux mains de l'empereur. La servante blonde était inquiète. Elle a admis qu'elle pensait que Lord Cyrus était déjà mort. Elle a ordonné d'appeler un médecin. Mais le jeune homme a refusé l'assistance médicale. Il a souri. Je voulais voir Lord Peregrine. La femme de ménage a insisté sur la nécessité de soins médicaux. On l'a accusé de trop parler. Il a exigé d'être rappelé. La fille a paniqué. Elle soupira. Elle a pressé sa main contre sa bouche. Elle s'est excusée. Elle a assuré qu'elle irait immédiatement chercher le Seigneur. Le jeune homme s'assit sous la porte la plus proche, penché en arrière. Je me sentais affaibli. La blessure saignait. Je pensais que lui et Théo avaient fait une erreur après tout. Pendant ce temps, l'empereur parlait avec Maribel. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas peur. Et pourquoi a-t-elle fait ce qu'elle voulait? La fille répondit fermement. Elle croyait que tuer Lord Cyrus était inutile. L'empereur se saisit la tête avec lassitude. Il a dit que les gens n'avaient aucune valeur pour lui. Mais ils n'ont apporté que des pertes. Maribel ne voyait aucun intérêt à tuer. Non pas pour le profit, mais simplement parce qu'elle ne comprenait pas la valeur de la vie. Elle a dit qu'en lui épargnant la vie, l'empereur subirait des pertes. Il a demandé à nouveau avec surprise. La fille s'est approchée de l'épée. Maribel a déclaré qu'épargner sa vie n'apporterait que des pertes à Sa Majesté. Encore plus que la vie de Lord Cyrus. Elle enjamba résolument le manche de l'arme. Elle s'est rapprochée de l'empereur. Elle lui a demandé avec audace et défi s'il allait la tuer. Il a demandé à arrêter. La fille lui a assuré qu'un jour il regretterait de ne pas l'avoir tuée. Après tout, elle allait l'utiliser comme une arme de vengeance. L'empereur pressa sa main encore plus fort sur sa joue. Et le deuxième la serra autour de la taille. Il a qualifié cela d'ambitieux de l'utiliser de manière aussi effrontée. Maribel regarda le tyran dans les yeux avec audace. Elle a dit qu'il avait besoin d'elle. Et donc Sa Majesté ne pouvait pas la tuer. Et Zéladue était sur le point de dire quelque chose. Mais la jeune fille pressa son doigt sur ses lèvres, exigeant le silence. Se dressant sur la pointe des pieds, elle tendit la main vers sa joue. J'ai donné un tendre baiser. Maribel a dit ces mots d'adieu à Sa Majesté. J'ai regretté de ne même pas avoir pu me présenter correctement. Il a pris cela comme un désir de changer de sujet, et j'ai décidé de jouer le jeu. Mais seulement cette fois. Et il a exprimé ses regrets de ne même pas l'avoir remercié d'avoir accepté l'offre. Vois, bienvenue entre mes bonnes mains. Il lui embrassa galamment les doigts. Maribel pensait que son salut était tardif. Mais pour se venger, elle promit de prendre son parti. L'empereur embrassa tendrement Lady Edinburgh sur les lèvres. Il lui a demandé si c'était ce qu'elle voulait. Notre héroïne réfléchissait en l'embrassant. Que l'empereur est attirant, et que ce serait dommage de le jeter après avoir reçu les informations nécessaires. Elle a décidé de prendre tout ce que l'empereur pouvait lui donner. Et si cela était nécessaire pour se venger, elle pourrait même tomber amoureuse de Sa Majesté. Théobald de Pérégrine se pencha et regarda le jeune homme. J'ai été surpris par son apparence. Il a assuré qu'il ressentait de la douleur. Théo a demandé si c'était seulement l'épaule qui était blessée. On m'a demandé ce qui s'était passé. Et il suggéra de soigner d'abord le blessé. Il a appelé les gens à se lever. Lord Cyrus assura qu'il ne pouvait pas se lever. Et il demanda à le porter. En même temps, il n'avait pas l'air malheureux du tout, car il souriait avec contentement. Lord Théobald fut furieux de cette nouvelle. Mais il a accepté quand même. Et silencieusement, il prit l'homme blessé et le mit sur son épaule. Cyrus protesta. Il n'aimait pas ça comme ça. C'était gênant. Mais Théo répondit qu'il avait honte lui aussi. Il demanda au seigneur de se taire, menaçant de le jeter à l'eau. Les servantes les observèrent de loin. Les gars étaient assis sur la terrasse. Cyrus a assuré qu'il comprenait la raison de l'intérêt de l'empereur pour cette femme. On savait également que Théo n'avait de nouveau pas réussi à retrouver le prince héritier. Elle supposait que la femme savait où se trouvait le prince. Le silence est tombé sur l'Empire il y a à peine 2 mois. Avant cela, l'air de la capitale était saturé de sang. Théophile Zélé devint empereur en coupant la gorge de 5 frères. C'est pourquoi il est devenu connu comme un tyran et un objet de peur populaire. Cependant, en fait, le frère aîné de Baudouin, Théophile, qui était censé devenir empereur, a survécu et a disparu sans laisser de traces. Et maintenant, pendant qu'il attendait, il se préparait au soulèvement. Keir a autorisé cette option, puisque la fille était toujours en vie. Théo supposait qu'elle pouvait être une espionne. Il était clair qu'elle avait un atout dans sa manche. Théobald a vu du danger en elle.
L'interlocuteur a accepté car lui-même a failli mourir. J'ai suggéré à Théo d'y aller la prochaine fois. Cyrus a vu plus de bizarreries chez la dame qu'il ne l'avait initialement supposé. Un courage excessif. C'était comme si demain n'existait pas pour elle. Le Seigneur ne voulait plus rien avoir à faire avec Maribel. Et il voulait changer son emploi du temps scolaire. C'est ce qu'il pensait. Mais le lendemain, l'empereur nomma Lord Cyrus Premier ministre. Il fallait donc une nouvelle personne pour gérer le palais. L'impératrice pouvait également faire cela. C'est pourquoi il a été ordonné de commencer sa formation aujourd'hui. Le jeune homme s'est figé. Maribel a dit qu'ils se connaissaient déjà. Le Seigneur regretta de ne pas être mort cette fois-là. La panique s'empara de lui. Bientôt, ils étaient assis à table et vaquaient à leurs tâches. La fille a décidé que c'était plus facile qu'il n'y paraissait. Le jeune homme a achevé le transfert des affaires intérieures. Maribel attendait plus d'eux. Kir lui fit un compliment discret. L'interlocuteur a remarqué que le Seigneur était de mauvaise humeur malgré sa promotion. Il a rétorqué qu'il y avait beaucoup de travail à faire. La fille a demandé à être appelée par son nom, parce que Lady Edinburgh était le nom de sa cousine. Le Seigneur avait du mal à la comprendre, et ça ne lui a pas plu. Maribel considérait cela comme un honneur. Le jeune homme a assuré que lorsqu'il la regardait, son épaule commençait à lui faire mal. Cyrus a parlé de l'agencement du palais, sa division en parties et leur but. Interrogé par la dame, il répondit qu'il n'était pas particulièrement heureux qu'elle devienne impératrice. Maribel a conclu qu'elle avait sauvé la vie d'un homme ingrat. En entrant par la porte ouverte, Cyrus assura que des chevaliers s'entraînaient ici. Belle regarda le Seigneur avec reproche. Elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Une zone d'entraînement pour les chevaliers au milieu du château. Peu probable. Cette arme était trop bonne pour l'entraînement. La fille a exigé la vérité. Au même moment, elle l'attrapa et pointa l'épée sur lui. Naturellement, Cyrus avait peur. Ce n'était en effet pas une épée d'entraînement, mais une vraie. Et le gars a demandé à le laisser descendre pour qu'il n'y ait pas de problème. Maribel regarda autour d'elle. Il n'y avait pas une goutte de poussière sur le matériel. Et cela semblait trop cher pour former des chevaliers. La fille était têtue et exigeait toujours la vérité. Elle doutait qu'il s'agisse d'un terrain d'entraînement. Peu importe ce qu'il disait. Mais Cyrus était également têtu. Il a insisté sur le fait qu'il disait la vérité. Cela signifie qu'il est préférable pour la fille d'abaisser l'épée pour ne blesser personne. La jeune fille intrépide a une fois de plus souligné que l'arme était de la plus haute qualité. Et elle passa brusquement l'épée dans sa paume. Naturellement, à la suite d'un tel acte, je me suis coupé la main et très gravement. Elle grimaça de douleur. Et la robe fut tachée de sang. Le directeur effrayé fut choqué par un tel acte. Il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Il a crié qu'elle devait être devenue folle. D'un mouvement brusque, le gars arracha l'épée des mains de la fille. Maribel n'a pas abandonné. Oui, il avait raison, elle ne lui ferait pas de mal. Mais elle pouvait se faire du mal. Et elle a cherché d'autres équipements. Kir voulait juste crier pourquoi elle faisait ça. Mais l'équipement était déjà tombé avec fracas. Le manager a compris que cela ne se terminerait pas comme ça. Il se tenait là, effrayé, regardant la jeune fille impudente. Maribel sourit sournoisement. Et elle a laissé entendre que si elle faisait autant de bruit, n'importe qui pourrait venir. Même l'empereur. Et elle avait raison. L'empereur accourut au son de ce rugissement. Et avec un regard sévère et en colère, il demanda ce qui se passait ici. Le directeur s'est rendu compte de la situation dans laquelle il se trouvait désormais. Et il s'avère que sa blague s'est retournée contre lui. Et maintenant, une image intéressante s'ouvre à l'empereur. Le gérant a l'épée, mais le bras de Mirabel est blessé. En regardant cette image dans son ensemble, les yeux de l'empereur se remplirent de colère. Il a exigé une explication de Cyrus. Quelques minutes auparavant, une conversation sérieuse avait eu lieu dans le bureau de Sa Majesté. Et il s'agissait de la famille Edinburgh. L'empereur apprit qu'avec la mort du père de Maribel, presque toutes les informations les concernant avaient été perdues. Il est fort probable que cela ait été fait intentionnellement. Et puis il s'est souvenu que la fille avait immédiatement dit qu'elle l'utilisait pour se venger. L'image commençait à se dessiner. Sa Majesté donna immédiatement l'ordre de tout savoir sur le duc Edinburgh. Il voulait comprendre quel genre de personne il était et ce qu'il faisait. Il avait une idée sur ce sujet. Il a donc demandé à son assistant s'il y avait d'autres postes vacants au palais. Tous les postes vacants du palais ont été pourvus, à l'exception des postes d'administrateur. C'est Kir qui exerce pleinement les fonctions de manager. L'empereur et son assistant savaient que Cyrus était le meilleur dans son travail. Donc les choses allaient bien au palais. Cependant, dans un accès de colère, il a presque failli le tuer. Au moment où son Altesse voulait transmettre l'ordre à Cyrus,
La conversation fut interrompue par un bruit terrible à l'extérieur de la porte. Il sursauta de colère. Seul un imbécile pourrait faire un tel bruit dans le palais impérial. Et même à la porte du bureau. Apparemment, quelqu'un avait 2 vies. L'empereur demanda à Théo d'ouvrir la porte et de le suivre. En colère, il a quitté le bureau avec l'intention de découvrir qui faisait du bruit. Eh bien, maintenant il a vu la situation dans son ensemble. Cyrus lâcha l'épée qu'il avait arrachée des mains de Maribel par surprise. Elle cause à nouveau des problèmes. L'empereur s'approcha de Maribel et lui demanda ce qui s'était passé cette fois-ci. Il attendait que l'histoire sorte de ses lèvres. La fille a dit que c'était elle qui s'était blessée et qui avait mis le bazar. Et Kyr n'est pas du tout à blâmer. Il a juste tout montré. Elle était inquiète. Cyrus tomba à nouveau sous la colère de l'empereur. Il lui est venu à l'esprit qu'il allait mourir maintenant. Mais cette fille a encore évité les ennuis. L'empereur dit à Maribel de l'accompagner chez le médecin. Mieux encore, il appellera un médecin au palais. La dame a assuré qu'elle allait bien. Elle était contente d'elle-même. La jeune fille a réussi à montrer au manager de quoi elle était capable. Et il est fort probable qu'il ne veuille plus se battre avec elle. Sa Majesté a donné à Éthéo l'ordre d'emmener la jeune fille chez le médecin. Après tout, elle l'a refusé. Et il a besoin de parler à Cyrus. C'était une option encore meilleure pour Maribel. Elle n'a pas encore parlé à ce type. Et elle avait quelques questions pour Théo. Un homme et une femme se frayaient un chemin à travers le fourré de la forêt. La jeune fille remarqua qu'apparemment tous les médecins de la cour se trouvaient au plus profond de la forêt. L'herbe bruissait sous les pieds de l'homme. Il a admis que les médecins du tribunal sont toujours occupés. Ils sont allés voir une personne qui pouvait les voir à la place d'un médecin. Maribel se retourna vers son escorte. Théobald n'avait-il pas de questions à lui poser? Elle lui a permis de demander tout ce qu'il voulait. L'homme réfléchit une seconde. Puis il a pris sa décision et a posé la question. Je voulais savoir ce que Cyrus avait fait. La fille a admis que Kyr était têtu. L'interlocuteur a indiqué que Kyr semblait être une personne ouverte. Mais il ne voyait pas du tout ce qui se passait autour de lui. Maribel sentit que son escorte était très proche de Lord Cyrus. Mais elle ne comprenait pas pourquoi l'homme parlait de lui si froidement. La blonde a rapporté que Lord Kyr s'était blessé à l'épaule. J'étais sûre que Théo était au courant. La jeune fille a également admis sa culpabilité. J'ai remarqué que Théo était silencieux. Théobald s'arrêta. Il y avait un oiseau couché sur le sol à ses pieds. L'homme s'est assis. Il n'a pas blâmé la blonde. J'étais sûre que la fille avait une raison de faire ça. Le duc Pérégrine prit la colombe dans ses mains. J'ai remarqué qu'à la fin, Cyrus est resté en vie. La jeune fille se demandait si Cyrus était mort. Le duc l'aurait-il blâmé pour cela? L'homme regarda autour de lui avec méfiance. Il posa l'oiseau mort au sol. Il n'a pas blâmé la fille. Ce qui s'est passé est le résultat des actions de l'ancien majordome. Maribel réfléchit. Il y avait une atmosphère étrange autour. Il ne semble pas qu'il ne lui en veuille pas. Au contraire, il essayait de ne pas la blâmer. Ils continuèrent leur chemin. La blonde était désolée que Lord Kyr ait dû traverser cela. Mais est-ce sa faute si l'objet qu'il a apporté l'a choqué? Sa confession étonna le duc. Il regarda fixement la fille. Je ne pouvais pas croire que Kyr était capable de lui faire un doigt d'honneur. Maribel devina que c'était Théo qui le lui avait donné. Je me demande à quoi servaient habituellement ces choses. L'homme a admis que ce terme était utilisé pour proférer des menaces. La fille y a réfléchi. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi le duc Pérégrine a-t-il dû la menacer? Soudain, une des branches de l'arbre s'est tendue. Et j'ai presque frappé la fille. Maribel tomba dans les bras du jeune duc. Théobald s'inquiétait de savoir si la fille allait bien. Elle a confirmé qu'elle allait bien. L'homme regarda la fille avec ses yeux verts. Il a avoué à la fille qu'elle était trop dangereuse. Serait-ce parce qu'elle connaissait le secret de Thibaut et de l'empereur? Ou à cause de rumeurs sur une liaison avec un tyran et son ascension imminente au trône? Le duc toucha l'épaule de son interlocuteur. Il a admis qu'en plus de tout le reste, il considérait la fille comme très intelligente et attirante. Il a précisé que la jeune fille était consciente des faiblesses de Sa Majesté. Et elle était pleine d'esprit. L'empereur décide alors de la garder près de lui. Théo suivra la fille. Maribel suivit Théo en silence. Je pensais que Sa Majesté pouvait dormir tranquille, puisqu'il avait un chevalier si dévoué. La fille y a réfléchi. Une telle dévotion pure l'étonnait. Mais cet homme pourrait devenir un obstacle à son plan. Théo a suggéré de continuer. L'empereur a parlé avec Cyrus. Il a admis qu'il avait dû se retenir de le tuer. Il a demandé si le serviteur comprenait cela. L'homme a sincèrement remercié Sa Majesté pour son attention. Il soupçonnait que contrôler ses émotions n'était pas dans le caractère de l'empereur. Il y a peu de temps encore, il était prêt à tuer son manager sur le champ. Je me demandais pourquoi il avait changé d'avis. Sa Majesté porta la coupe à ses lèvres.
J'ai pris une gorgée. Cyrus a supposé que cela s'était produit parce que sans lui, les choses n'iraient pas bien. J'étais ravie. Il pouvait être fier de lui. L'empereur se tourna vers son premier ministre. L'homme s'est figé. Ezeld a demandé d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Kir commença à bégayer. Il m'a dit qu'il avait montré à Maribel ce qu'il y avait dans le palais. L'empereur leva les yeux vers son serviteur et lui demanda des détails. Cyrus pensait parler du palais. Mais la fille était intéressée par l'arme. Alors il voulait faire une blague. Il a dit que c'était une salle d'entraînement. Mais elle n'y croyait pas. Sa Majesté fut étonnée. J'ai demandé à nouveau, « Est-ce qu'elle ne me croyait vraiment pas ?» Le serviteur confirma. N'importe qui l'aurait cru. L'orgueil de Cyrus était blessé. L'empereur était plongé dans ses pensées. J'ai réalisé que Maribel avait découvert la tromperie du majordome. Et elle a fait du grabuge. Cyrus a partagé son hypothèse avec Sa Majesté. J'ai remarqué que cette femme était incroyablement dangereuse. L'empereur posa la coupe sur la table. Il regarda attentivement le serviteur. Je me suis mise en colère parce que Cyrus a dit « Cette femme !» Il a ordonné de parler de la fille comme il se doit. Le serviteur s'est excusé, instantanément corrigé. Il a nommé la fille Miss Maribel. Il a déclaré qu'à part Asil, il n'avait jamais vu personne aussi doué en matière d'attaque psychologique. C'était extrêmement dangereux. L'empereur accepta. Cyrus a suggéré que l'empereur devrait peut-être mettre fin à leur relation. Ezeld a également exprimé son accord sur cette question avec réflexion. Sa Majesté commença à réfléchir. Je suis d'accord avec mon interlocuteur. Si vous y réfléchissez, la fille le déstabilisait constamment. Le Premier ministre a continué à insister sur le fait qu'il fallait bien sûr rester à l'écart du danger. Pour une raison quelconque, l'empereur ne voulait pas faire cela. Il se souvenait de Maribel. Même connaissant le danger, l'empereur ne pouvait pas la laisser partir. Ces pensées furent interrompues par Cyrus. Il suggéra qu'ils écrivent rapidement une lettre officielle sur la fin de la relation. Sa Majesté pensait à autre chose. Il doit faire de la fille sienne le plus vite possible. Cyrus a été choqué par cette déclaration. Il demanda à voix haute ce que voulait dire l'empereur. Asil remarqua l'apparition de Théo. Il constata avec mécontentement qu'il était revenu blessé à nouveau. L'homme leur rappela son interdiction de venir dans un tel état. Théo fit un geste vers son compagnon. Elle se tenait à proximité. Il a expliqué que cette fois-ci, ce n'était pas lui qui était blessé. Maribel regarda autour d'elle avec surprise. Je ne comprenais pas. Était-il vraiment d'usage de soigner les blessures dans le bâtiment annexe de la bibliothèque? Asil sourit. L'homme a admis qu'il avait pensé à blesser à nouveau Théobald. Maribel était intriguée. Je suis devenu curieux de savoir qui était cette personne. L'homme aux lunettes rondes se leva de son siège. Il a dit qu'il avait oublié de se présenter. Un sourire sincère apparut sur son visage. Il s'est présenté galamment. Le nom de l'homme était Asil Irgail. La fille a dit son nom en réponse. Maribel. Edenberg. L'homme lui semblait être une personne influente. Asil a invité la fille à s'asseoir. Il a poliment demandé la permission d'examiner sa blessure. Maribel s'est assise sur une chaise. Elle a tendu la main. Elle a dit que tout semblait aller bien. L'homme a remarqué la blessure superficielle et a demandé si elle faisait mal. Asil a décidé de se débarrasser, pour commencer, des personnes supplémentaires présentes dans la pièce. Il se tourna vers Théo. Le cuisinier a sûrement déjà préparé la tarte. On m'a demandé de l'apporter. Le duc a noté que la cuisine était assez éloignée. La porte a claqué. Asil était ravi. Ils ont eu assez de temps. La tarte était encore au four. Asil s'assit en face de la fille. J'ai suggéré à Maribel de s'occuper d'abord de sa blessure. La blonde fut surprise par un tel traitement. Elle n'a pas permis à l'homme de l'appeler par son nom. Asil ne comprenait pas. Tu n'as pas à être si fier. Après tout, il n'y avait aucun danger à appeler la fille par son nom quand ils étaient seuls. L'homme pressa le tissu contre la paume blessée de la jeune fille. Maribel a remarqué que son interlocuteur n'était pas très poli avec elle. Asil a admis que tout cela était dû au fait qu'il était un enfant illégitime. Il a immédiatement et généreusement demandé pardon à la jeune fille. L'homme se détourna de son interlocuteur. Tout en pressant le tissu, il a demandé comment la fille avait réussi à être blessée par l'épée. Maribel a rapporté que la vue d'Asil n'était pas très bonne. Elle s'est coupée sur du papier. Et pas avec une épée. Il était temps pour l'interlocuteur de se procurer de nouvelles lunettes. Le directeur a admis que la jeune fille avait perdu beaucoup de sang. J'ai demandé à nouveau si c'était vraiment vrai que ça ne lui faisait pas du tout mal. Maribel a répondu que ça faisait mal au début. Mais la douleur a disparu. Je ne comprenais pas pourquoi il se comportait de manière si peu cérémonieuse. Le silence régnait dans la bibliothèque. La fille pensait que le temps passait très lentement. Soudain, elle poussa un cri d'embarras.
En bégayant, elle demanda à attendre. Elle a dit qu'elle avait mal à l'instant. Asil regarda attentivement le patient. Il a remarqué que c'est seulement maintenant que cela a commencé à lui faire mal. Maribel a demandé à nouveau ce que son interlocuteur voulait dire. La fille était si gravement blessée qu'elle n'a même pas remarqué la douleur. L'homme a noté que c'était parce qu'elle était très inquiète à propos de quelque chose. Il a dit que la douleur est la preuve que nous sommes vivants. Maribel rougit. Elle a demandé à l'homme de ne pas parler comme si elle était morte. Asil a demandé si une personne suspendue au-dessus d'une falaise ressentirait une douleur dans sa main. La jeune fille soupçonnait que son interlocuteur continuait à trouver ses points faibles. Il a rappelé au directeur qu'ils étaient seuls dans la pièce. Je lui ai demandé de ne pas trop se fatiguer. Maribel sentit comme si l'homme commençait à la réconforter tendrement. Asil a suggéré qu'il serait utile que la jeune fille s'engage de temps en temps dans une introspection. Il le croyait sincèrement. Belle ne pouvait pas croire qu'il y avait un tel homme dans le palais. Asil a indiqué que le traitement était terminé. Et dans 2 jours, tout sera guéri. En seulement 2 jours. Comment c'est? L'homme a admis que c'était un secret professionnel. Il nous a proposé d'attendre un peu pour manger un morceau de tarte. Asil était désolé que Belle n'ait pas accepté de rester. J'ai dit au revoir jusqu'à la prochaine fois. La blonde répondit « Certainement. » L'empereur se tenait à la fenêtre. Cyrus demanda à Sa Majesté ce qu'il avait décidé de faire. Ezeld savait qu'il voulait faire de Maribel sa propre fille. Mais je ne savais pas vraiment quelle était la meilleure façon de procéder. Cyrus interrompit ses pensées. Il a rapporté que la fille était déjà dans ses bras. Ce n'était pas suffisant. Il fallait la laisser à proximité, sans restreindre sa liberté. Le serviteur a insisté. Je voulais savoir ce que l'empereur prévoyait de faire ensuite. Ezeld a dit qu'il irait voir ce qui se passe. Cyrus était perplexe. Où va l'empereur? Le blond a admis qu'il avait décidé d'aller au palais Calende. Cyrus était perdu. Pourquoi tout d'un coup? Il demanda si l'empereur ne lui dirait pas d'appeler lui-même la jeune fille. Mais Sa Majesté ignora la question de son serviteur. Cyrus observait son maître avec inquiétude. J'ai remarqué que Sa Majesté avait soudainement beaucoup changé. Maribel s'est rendue compte que la haine était toujours avec elle. Elle se souvenait que sa sœur la traitait d'idiote. Je me suis souvenu de sa tromperie. La fille mourait encore et encore dans son sommeil. La sœur a admis que le corps de la jeune fille s'était transformé en pierre, parce qu'elle l'avait préparé spécialement pour elle. Maribel pensait que si elle fermait les yeux, le matin reviendrait. Il faisait noir dans la pièce. Le bruit des pas était étouffé par le tapis moelleux. L'homme s'est arrêté. J'ai observé la fille pendant un moment. Elle se tournait et se retournait dans son sommeil, son visage exprimant l'alarme et la confusion. L'homme lui tapota doucement la joue. J'ai essayé de me réveiller. La fille frissonna de peur et ouvrit brusquement les yeux. Elle respirait lourdement. Dans la semi-obscurité de la pièce, un regard confus se promenait d'un côté à l'autre. Maribel essayait de distinguer la silhouette près du lit. Sa Majesté se tenait à proximité. Il lui a demandé s'il avait perturbé son sommeil. La fille plissa les yeux d'un air endormi. J'ai demandé à l'empereur quelle heure il était. Il a répondu qu'il commençait juste à faire jour. Je lui ai suggéré de continuer à dormir. Maribel ne comprenait pas comment elle pouvait continuer à dormir alors qu'un homme était à côté d'elle. Elle voulait leur dire d'allumer les lumières. L'empereur s'assit sur le lit. La blonde remarqua que sa blessure s'était ouverte. L'homme toucha sa paume. Il a demandé de ne pas allumer la lumière. La fille était assise sur le lit. Elle était déprimée et silencieuse. Ses longs cheveux encadraient doucement son visage abattu, cachant son air triste. L'empereur se tourna vers Maribel. Il lui a rappelé ses paroles, qu'elle avait besoin de lui. Sa voix semblait assez insistante. La fille était surprise. L'empereur l'a-t-il vraiment réveillée à l'aube simplement parce qu'il voulait savoir ce qu'elle voulait dire? Ezeld a déclaré qu'il espérait que ses idées s'éclairciraient lorsqu'il verrait le visage de la jeune fille. Maribel ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a convenu que c'était nécessaire. L'homme réfléchit. Il regarda de côté. J'ai demandé ce qui se passerait s'il mentait et utilisait la fille lui-même. Maribel croyait qu'il avait tellement besoin d'elle qu'il recourait à des ruses. L'empereur admit calmement qu'il pourrait se débarrasser d'elle dès qu'il l'aurait utilisée. La fille s'est approchée de l'homme. L'empereur est-il vraiment prêt à l'utiliser une fois et à le jeter? Pensait-il vraiment que Maribel était si inutile? Un homme lui a dit cela. Elle connaissait les points faibles de l'empereur. Elle avait du statut, de l'intelligence et de la beauté. Quel idiot tu dois être pour te débarrasser d'elle. L'empereur demanda si la jeune fille l'avait traitée d'idiot. J'étais sûre qu'elle connaissait sa valeur. Elle a atteint son poste actuel par ses propres moyens. Sa Majesté regarda la jeune fille dans les yeux. Comment ne pourrait-il pas céder à elle? Comment ne pas y croire?
Il a admis qu'il l'aiderait à se venger. Ezeld se tenait au-dessus de la fille. Il tendit la main vers son visage et lui murmura qu'il la laisserait faire ce qu'elle voulait. Mais il demandera quelque chose en retour. L'empereur s'approcha de l'oreille de la jeune fille. Il a fait valoir ses droits sur elle de manière impérieuse, sur ce qu'elle fera et dira. Tout lui appartiendra, même si la fille décide de le trahir. Cette trahison est aussi la sienne. Maribel doit être entre ses mains. Maribel lui a demandé s'il voulait prendre tout ce qu'elle avait. L'empereur lui demanda avec un léger sourire si elle n'aimait vraiment pas ça. Il y avait du désir dans les yeux de la fille. Elle ne comprenait pas quoi faire. L'empereur ne signifiait pas grand-chose pour elle. L'homme embrassa silencieusement sa paume blessée. Le matin, la nounou est venue rendre visite à la fille. Peppo a demandé comment la dame se sentait. Maribel a admis qu'elle n'allait pas très bien. À cause des célèbres, elle ne pouvait pas dormir du tout. La fille se sentit déprimée lorsqu'elle se souvint de la nuit précédente. La nounou a eu une idée. Elle a entendu dire que Sa Majesté était restée dans la chambre de la fille toute la nuit jusqu'à l'aube. Maribel sourit. Tout n'était pas comme ça. La nounou exigea avec insistance une confirmation. Elle lui a demandé de jurer sur sa vie. La fille a gentiment refusé. La nounou émit un gémissement anxieux. Elle a parlé du caractère naturel des relations entre un homme et une femme. La fille l'a arrêtée. Elle m'a assuré que la nounou avait tout mal compris. Peppo remarqua la naïveté enfantine de la dame. Elle m'a suggéré un thé calmant qui m'a aidé à bien dormir. La jeune fille a accepté les soins avec gratitude. La voix masculine lui reprocha soudain de n'avoir jamais rencontré d'élèves qui faisaient attendre leur professeur. La fille se retourna lentement. Kir Rebain se tenait devant eux. La nounou parlait avec confusion à la vue du Premier ministre. Elle se demandait pourquoi les bonnes ne l'avaient pas prévenue de sa visite. Maribel remarqua calmement que le seigneur était arrivé tôt. L'homme n'était pas d'accord. J'ai demandé ce que faisait la dame. La jeune fille fut surprise par un tel traitement. Lord Cyrus a demandé ce que la fille n'aimait pas. Ce genre de traitement ne lui convenait-il pas? Maribel réfléchit. L'homme a commencé à l'appeler dame. Lorsque sa paume fut blessée, il modéra immédiatement son ardeur. Kir baissa les yeux. J'ai demandé pardon pour hier. Il a admis que c'était une blague de bienvenue. La fille sourit. D'accord avec sa confession. Elle a accepté ses excuses avec générosité. Cyrus promit de raconter les parties restantes d'Ixantium. Et puis, à la bibliothèque, ils pourront étudier l'histoire de l'Empire. Lord Cyrus a demandé à Mirabel ce qu'elle savait de l'histoire de l'Empire. Il ne peut pas s'avérer qu'elle ne sache rien du tout. La fille sourit. Elle est déjà fatiguée. Elle fut interrompue par une voix familière. L'homme était surpris que ce soit Maribel. La fille regarda fixement l'homme qui lui parlait. C'était son oncle. Le frère cadet de son père a remarqué qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. J'ai demandé comment allait la fille. Maribel rejeta catégoriquement la compagnie de l'oncle Lorenzo. Il s'est montré surpris par ses manières. Il a noté le succès de la réunion. Cyrus observait leur conversation avec intérêt. La fille était sûre que son oncle ne s'inquiétait pas pour elle. Mais il voulait certainement savoir s'il y avait un moyen d'amener sa fille Ariel au palais. Si tel est le cas, elle suggère alors de regarder la vérité dans les yeux. La fille a admis qu'elle était un peu occupée maintenant. J'ai décidé de quitter mon oncle. Je voulais passer. Soudain, une main masculine forte l'a attrapée par le coude et l'a retenue. Mon oncle a demandé comment Miribel avait accueilli Sa Majesté. La fille réfléchit un instant. Comment elle a rencontré Ezeled? Cela est arrivé à cause de la trahison de mon oncle. La fille aurait-elle dû dire la vérité? Maribel savait qu'elle ne pouvait pas se venger de son oncle. Il ne pourra pas parler de la trahison qu'il préparait. Elle était curieuse de savoir quand son oncle préparait une rébellion. Si la fille connaissait l'heure exacte, cela aiderait Sa Majesté. Maribel baissa les yeux. Elle a admis avoir rencontré l'empereur pour la première fois lors d'une réception. Mon oncle n'y croyait pas. Accusé de mentir. Cela ne pouvait pas être la première fois. La fille y a réfléchi. Pourquoi a-t-il demandé s'il n'allait pas la croire? J'ai demandé à Lord Cyrus combien de personnes Sa Majesté tuait par jour. L'homme toussa prudemment. Je l'ai compris dans mon esprit. Il a répondu que parfois il n'y en avait qu'un. Et parfois il y en avait même 10. Maribel a demandé sarcastiquement si cela serait un problème si elle tuait personnellement une personne. Le Premier ministre a accepté. Bien sûr que non. L'oncle resta figé, perplexe. Il regarda silencieusement la fille de son frère aîné. Maribel s'est approchée d'une des escortes. Le chevalier se figea, confus. La fille saisit la poignée de son épée. La lame brillait dans les mains de la blonde. Elle a mis le pistolet sur le cou de l'oncle Lorenzo. Il bégaya et demanda ce que la fille allait faire. Le chevalier voulait empêcher cela.
J'ai essayé d'arrêter la fille. Lord Keir arrêta l'homme d'un geste de la main. Il leur a ordonné de partir. J'ai observé. Maribel regarda attentivement son oncle dans les yeux. Elle lui a demandé pourquoi il était venu ici. L'homme dit d'une voix effrayée qu'il allait lui dire bonjour. Exactement. Dites bonjour. À la candidate à l'impératrice. La fille a demandé à nouveau si son oncle pensait vraiment qu'elle serait heureuse de le voir. Lord Lorenzo a confirmé. Après tout, c'était son oncle. Maribel a dit que c'est la raison pour laquelle il est toujours en vie. Elle le pressa de répondre à ce qu'il voulait. L'homme s'éclaircit la gorge. Gêné. Il lui a demandé de faire quelque chose pour la famille. Il a demandé si la jeune fille pouvait parler avec Sa Majesté. Comme Maribel l'avait prévu, son oncle ne la voyait que comme un outil pour atteindre ses objectifs. On entendit des pas derrière lui. La fille soupira. Quel genre d'épée est-ce qui est si lourd? J'ai compris qu'il me fallait être encore un peu patient. Soudain, la main d'un homme intercepta sa main avec l'arme. L'empereur s'approcha de la jeune fille par derrière. Il passa son bras autour de ses épaules. Il se tenait à proximité. J'étais heureux d'avoir enfin trouvé une fille. Le seigneur Lorenzo commença à bégayer. J'ai salué Sa Majesté. Il se figea, confus, ne sachant pas quoi faire ensuite. L'empereur sourit. Il a admis que ce serait plutôt bien si la jeune fille elle-même peignait le palais avec du sang. Il lui prit l'épée des mains. Il agita soudainement son arme vers Lord Lorenzo. L'homme chancela. Et tombé. Il tremblait de peur. L'empereur murmura à Maribel qu'un homme pouvait vivre avec un seul bras. Mais la jeune fille dit que le seigneur était son père adoptif, le frère de son père biologique. Sa Majesté passa sa main sur la garde de son épée. J'ai été surpris. Il a répété à propos de son père adoptif. Maribel lui rappelait la blessure précédente de Cyrus. L'empereur expliqua avec désinvolture qu'il avait choisi ce membre parce qu'il avait besoin que cet homme travaille avec les serviteurs. La jeune fille regarda Sa Majesté avec étonnement lorsqu'elle apprit la position de son oncle. Elle a immédiatement proposé sa candidature au poste de gérante des domestiques. L'empereur demanda si cela signifiait que la fille voulait tuer l'homme. La pointe de l'épée était pointée vers Lord Lorenz. Maribel pressa sa main contre sa poitrine. Elle a déclaré qu'elle s'en remettait entièrement à la décision de Sa Majesté. Cyrus essayait de cacher son rire incontrôlable. Maribel et l'empereur le regardèrent fixement. Ezeld a demandé ce qui avait fait rire le serviteur. On lui a ordonné de revenir à la raison. Lord Cyrus a mis fin à ce moment de tension en s'excusant. J'admirais sincèrement la fille. J'ai noté que la dame était tout simplement incroyable. L'empereur dit qu'il était temps de s'y habituer. Maribel deviendra bientôt impératrice. Alors ils se verront souvent. La fille était surprise. L'empereur rappela à Maribel son futur statut d'impératrice. Où elle voulait qu'il amène une autre femme. Elle a rejeté l'idée. La blonde réfléchissait à son statut de candidate au titre d'impératrice. J'étais sûre qu'il devait y avoir d'autres dames prêtes à prendre cette place. L'empereur remarqua le silence de Maribel. Sa voix trahissait l'impatience. La fille se retrouva sous son regard. Congelée. Les paroles de l'homme me firent ressentir un malaise désagréable à l'estomac. L'idée d'Ezelda avec une autre femme ne lui plaisait pas. D'une manière ou d'une autre, l'empereur la distinguait des autres. C'est sûr. Souriant doucement, elle informa Sa Majesté qu'il n'y avait pas besoin d'une autre femme. Lord Keir a fait une blague inappropriée sur la possibilité de trouver un homme au lieu d'une femme. L'empereur coupa court à sa suggestion maladroite par un cri aigu. Ezeld tourna son attention vers l'oncle Bell, un membre possible de la famille impériale. Lorenzo demanda si l'empereur avait l'intention de faire de sa nièce impératrice. L'homme avait peur. Ses yeux s'écarquillèrent. Il était à genoux. La jambe blessée était couverte de sang. Il s'éclaircit la gorge et se tourna vers Sa Majesté. Ezeld interrompit grossièrement la tentative de parole de Lord Lorenzo. Il semble qu'il ne lui ait pas permis d'ouvrir la bouche. Il ordonna à Cyrus de l'emmener. Il en avait marre. L'empereur et la jeune fille sortirent dans la rue. L'homme lui a demandé pourquoi elle était si hostile envers son oncle. Maribel baissa les yeux. L'empereur regarda attentivement son compagnon. Il lui semblait que la fille n'avait rien à dire. Détourné. Il a dit qu'il ne poserait plus de questions. Il a dit que Lorenzo embaucherait des domestiques. Par conséquent, ils entreront en collision plus d'une fois. Et la fille n'aurait pas dû sortir son épée à chaque fois. Maribel réfléchit. Sa Majesté voulait-elle vraiment lui dire de ne pas réagir trop fortement? L'empereur recommandait d'apprendre à manier le ballon ou à se défendre. Il a demandé comment la fille allait se battre si elle ne pouvait pas tenir une épée. La blonde s'approcha de Sa Majesté. Elle a demandé si l'homme voulait vraiment que la fille frappe son oncle avec une épée. L'empereur s'arrêta. Je me suis retournée. J'ai regardé la fille. Il a dit que dans son palais, il n'y avait rien qu'une fille ne puisse faire.
Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Belle était surprise. L'empereur a confirmé que le trône lui était destiné. Ezeld remarqua son doute. A permis la possibilité d'un autre candidat. La fille fronça les sourcils. Elle a répondu que l'homme savait avec certitude que ce n'était pas ce que la fille voulait dire. Je pensais avoir demandé en vain. La blonde savait qu'elle aurait été à mi-chemin si elle s'était comportée plus calmement. L'empereur toucha doucement ses cheveux. L'homme regarda son compagnon pensivement. Il a admis qu'il voulait simplement lui donner ce qu'elle voulait, à savoir, la place de l'impératrice. Marie-Belle était surprise. Elle regarda Sa Majesté. Elle a demandé si c'était vraiment son cadeau. L'homme s'est détourné. Il a demandé pardon si la fille n'aimait pas son cadeau. Belle a demandé de ne pas trop lui en donner. Sa Majesté sourit tristement. Il voulait juste donner à la fille ce qu'elle voulait, mais il n'avait même pas le droit de faire ça. La blonde a admis qu'elle ne pouvait pas vivre endettée envers quelqu'un. L'empereur s'est demandé ce que la jeune fille voulait vraiment. En fait, Marie-Belle pensait que leur relation était spéciale. Et elle espérait vraiment qu'elle n'était pas la seule à penser cela. Peu importe qu'il s'agisse d'amitié ou de dévotion. Sa Majesté fut embarrassée par la confession de Marie-Belle. La blonde regarda attentivement son empereur dans les yeux. « Je voulais vérifier quelque chose. J'ai demandé si elle était spéciale pour Ezeld. » Sa Majesté ne pouvait pas comprendre pourquoi la jeune fille elle-même ne pouvait pas prendre conscience de sa propre valeur. L'empereur tira la fille vers lui. Il a dit que quelqu'un aurait pu penser que c'était elle qui l'avait surpris à cette fête, mais malheureusement, il n'a pas été si facile à attraper. Et puis, il l'a attrapée. Il a demandé si Belle était vraiment intéressée par le fait de savoir si elle était spéciale pour lui. La blonde y réfléchit. Jusqu'à présent, elle ne pouvait pas croire que l'empereur avait dit cela. C'était un tyran. Quand a-t-il réussi à changer autant? Si elle n'acceptait pas son aide tout de suite, elle avait besoin d'une bonne raison pour punir son oncle, pour que personne ne puisse le contester. La fille était tellement plongée dans ses pensées qu'elle ne réalisa pas immédiatement où elle se trouvait. Elle leva la tête avec surprise. Elle était assise en classe avec Lord Cyrus. L'homme a demandé si la fille l'avait écouté. Marie-Belle lui a demandé à nouveau ce qu'il avait dit. Lord Keir a montré la boîte de chocolat. J'ai remarqué que la fille n'arrivait pas du tout à se concentrer sur la leçon. Alors il partira quand il aura mangé tous les bonbons. Marie-Belle était indignée. Les bonbons étaient à elle. Mais le Premier ministre a proposé de les donner à son professeur. Pendant qu'il mâchait les friandises, l'homme a proposé de raconter quelque chose d'intéressant en échange des bonbons. Belle était d'accord. Elle est devenue très curieuse de savoir ce qu'il pouvait lui dire. L'interlocuteur a demandé si la jeune fille se souvenait de la bague que Sa Majesté portait tous les jours. Marie se souvenait de lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la bague du premier empereur décédé. Il y avait des légendes selon lesquelles la pierre précieuse qu'il contenait avait des pouvoirs magiques. La chose la plus intéressante était que cette pierre précieuse avait été extraite dans la mine d'Edberg, un endroit appartenant à leur famille. Marie-Belle réfléchit. « Merci pour les informations utiles. » Il s'est avéré que cette légende était liée à la mine de sa famille. Elle-même a commencé à proposer au professeur de manger plus de bonbons. Lord Cyrus le remercia. On pouvait l'entendre mâcher la friandise avec plaisir. Une fille aux chaussures souples se déplaçait rapidement parmi l'herbe luxuriante. Elle courut vers un bâtiment visible au loin. La porte grinça. Une voix claire de fille résonna. La fille aux cheveux roux salua M. Asile. Elle a annoncé son arrivée. L'homme se tenait pensivement près de la fenêtre. Je regardais quelque chose dans un tube à essai. J'ai dit à Léa qu'elle devait être plus silencieuse. Léa apporta une herbe rare à Sanacho. Elle a admis que la recherche n'était pas facile. L'homme exprima distraitement sa gratitude pour ses efforts. On entendit le bruit du cliquetis des plats. La fille a demandé à M. Asile s'il savait qui elle avait vu. L'homme a suggéré que cela pourrait être Sa Majesté. Mais il s'est trompé. Parce que Léa a vu la femme, Sa Majesté. Elle l'a trouvée très belle. L'invité a remarqué qu'elle ressemblait à Sa Majesté. Parce qu'elle fronçait les sourcils aussi. Le seigneur Asile rit. Soudain, la porte s'est ouverte. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Léa a pointé son doigt vers la personne qui était entrée. Je l'ai reconnue comme étant Marie-Belle. Asile les a invités à entrer. L'invité a dit bonjour. Elle a admis qu'elle s'était coupé la main. J'ai demandé à la fille aux cheveux roux qui elle était. Les yeux de Léa se sont retournés.